conférences gesticulées, en fait, c'est un outil d'éducation populaire. C'est un récit de vie, enfin un récit de vie. C'est un mélange de ce qu'on appelle du savoir froid et du savoir chaud. Le savoir chaud, c'est votre quotidien, votre parcours, votre métier, ce que vous avez vécu, surtout plutôt dans le professionnel, et ce que vous avez compris des dominations et autres que vous avez subies. Et pour compléter ce savoir chaud, on amène un petit peu de savoir froid, c'est-à-dire les lectures qu'on est allé chercher, les conférences qu'on est allé écouter, pour amener l'analyse critique et l'analyse politique sur ce qu'on avait compris déjà tout seul. C'est pas une conférence, c'est-à-dire c'est pas du savoir universitaire qui vous tombe direct sur la tête, et c'est pas du théâtre. C'est pour ça qu'on appelle ça une conférence gesticulée. C'est vraiment un récit de vie analysé. Et il y en a maintenant presque 500, donc c'est un bel outil d'éducation populaire qui commence à bouger, à se répartir. Voilà, je crois que j'ai tout dit sur la conférence gesticulée, sinon je me ferai disputer peut-être. Et bien on va pouvoir commencer alors. Alors merci à vous d'être là. Vous allez voir ici la pagaille, ils sont complètement tarés, vous allez être super bien assis. Mais vraiment, vous allez être très très bien assis, je peux parler toute la nuit, ça ne vous dérangera pas. Parce qu'en fait, ils ont mis dans les chaises, vous avez des capteurs qui viennent vérifier votre tension artérielle et votre température. Et donc vous avez des petits coussins qui sont totalement invisibles pour l'instant, qui vont se chauffer et gonfler pour s'adapter à votre corps. C'est magnifique. Si vous allez aux toilettes, ils m'ont demandé de vous prévenir, vous pouvez entendre un léger sifflement. C'est pas grave, c'est normal. Vous avez une analyse automatique des selles qui est faite. Grâce à tous les mouchards, non, grâce à tous les objets connectés, vous avez eu la présence d'esprit d'avoir sur vous. On a déjà récupéré votre carte vitale, votre numéro de sécu, votre médecin traitant, et on a pris rendez-vous avec le chirurgien le plus proche de chez vous, agréé par votre mutuelle. Vous arrêterez le rendez-vous, vous annulerez le rendez-vous à la sortie de la conf. Si tout va bien, vous aurez le résultat des analyses. Au cas où. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre ici? Ah oui, alors vous avez un espace bébé. Donc s'il y a des nouveaux parents, félicitations à vous. Vous avez un espace bébé, vous récupérez l'appli en Wi-Fi, vous l'installez sur votre smartphone, vous le laissez allumer, ça ne me dérange pas du tout, et vous avez des couches connectées pour votre enfant. Donc vous allez récupérer en temps réel la température, le taux d'humidité de bébé, et puis il y a un troisième truc. Bref, c'est des couches connectées, je ne donne pas la marque, mais c'est vrai, ça existe vraiment. Dans le cadre du plan Macron 2024, sécurité des citoyens, il y a une personne de la CAF qui est là. Vous savez que les bébés vont être obligés d'être, pas pucés on va dire, mais d'avoir une puce RFID implantée sous la peau. Le RFID, c'est l'identification par radiofréquence. Donc ça met les citoyens français en sécurité. Donc ça sera fait automatiquement si votre bébé ne l'est pas encore. Puis ça viendra dans 10 ans, ça sera pour tous les citoyens et les adultes, mais ça va se faire un peu plus tard. J'arrête là parce que c'est flippant quand même, vous avez compris, je déconne. C'est des chaises normales, vous allez pas être très très bien assis, il n'y a pas de couche connectée, les toilettes elles seront normales. Non, c'est pas... ici c'est pas la maison du futur, c'est pas la maison connectée, c'est pas la maison de l'an 2000. Ça aurait pu, parce que pendant plus de 25 ans j'ai été technicien informatique, geek total. Et donc ça aurait pu être ma maison, mais ça l'est pas. C'est pas la maison de l'an 2000. Alors là, les plus jeunes générations peuvent se dire qu'est-ce qu'il nous veut, pourquoi il nous parle de l'an 2000. C'est un truc qui a eu lieu il y a 20 ans. Parce que l'an 2000, c'est pas un événement, c'est pas une date, c'est pas figé. L'an 2000, c'était, et c'est toujours pour moi, du rêve collectif, de l'imaginaire. L'an 2000, c'est un concept. C'est le concept du futur, c'est le concept de la technologie dans le futur. C'est dire... qu'est-ce qu'on va bien pouvoir inventer dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans pour nous rendre la vie meilleure? Et je suis sûr qu'en fonction des générations présentes, il y en a, quand je dis en 2000, on a tous la même chose dans la tête. On a les voitures volantes, la vie sur Mars. Voilà. Donc c'est vraiment un concept. Je dirais jamais l'an 3000 en ce qui me concerne, je dirais toujours l'an 2000 parce que ça représente le futur. Et du futur collectif, un vrai rêve collectif. Et la science-fiction, l'an 2000, en fait, j'en ai parlé très longtemps avec papa. Alors vous inquiétez pas, papa, il va être là. Je lui parle. C'est comme ça, je lui parlais régulièrement. Et en fait, c'est lui qui m'a branché sur l'an 2000 et sur la science-fiction. Parce que
Parce que tu étais un rêveur, en fait. T'étais, comme tous les gamins de cette génération, il y a eu la Seconde Guerre mondiale. À la sortie de la guerre, il y a pas mal de parents qui ont dégagé pour diverses raisons. Maladie, fusillés, etc. Et donc il a perdu son père très tôt et il a dû arrêter l'école. Il n'a pas pu continuer, il n'a pas pu aller au bac. Il a dû trouver du boulot et à l'époque, dans ces années-là, il a trouvé un boulot dans une banque et il est devenu commis puis ensuite comptable. Donc, comme il n'a pas pu faire exactement ce qu'il voulait, il s'est rattrapé dans ses lectures, dans des documentaires, dans des films. Voilà, il s'est rattrapé beaucoup dans les lectures. C'était un gros lecteur, mon père. Je ne sais pas comment il faisait. Je sais pas comment il faisait parce que moi je l'ai vu plein de fois. Il prenait un livre, il s'installait, c'était le week-end. Il s'installait avec son livre, il commençait à lire. Et quand il arrivait à la 12e page, il ronflait comme un bienheureux. Mais il ronflait fort. Ça faisait trembler les murs de la maison. Et moi, ça me rassurait. Il me manque ton ronflement, en fait. Il me manque vachement. Ça me rassurait, c'est pour moi, le monde était normal. La maison tremble, c'est logique, c'est papa qui ronfle. Mais du coup, je ne sais pas comment il a fait pour lire tous ces bouquins, parce qu'il en a vraiment lu beaucoup. C'est un mystère. Et donc, un jour, il me met dans la main, je suis vraiment petit, je vais avoir 9 ans à peu près. Il me met un bouquin dans la main, il me dit « Lis ça, ça va t'éclater ». Un livre blanc avec 2 bandes bleues, science-fiction, anticipation, fleuve noir. Parle robot, de B.R. Bruce. Parle robot. C'était l'histoire d'un robot donc, qui est au service de l'humain, parce qu'à l'époque, dans ces années-là, la technologie est à notre service. Donc il est au service de l'humain, il va accompagner des humains dans leur cycle de vie, quoi. Puis il passe à un autre humain, ça va durer des millénaires. Et puis souvent, dans la science-fiction et dans l'anticipation, l'humanité se détruit. Au bout d'un moment, ça s'arrête, il reste des trucs, mais pas des humains. Donc le robot, il va se retrouver tout seul, et au moment précis où il se retrouve tout seul, il développe une conscience. Et il n'a plus personne à qui parler. Et ça m'avait marqué, je me rappelle de ce bouquin. Donc voilà. Alors, la science-fiction, l'an 2000, c'est des vaisseaux spatiaux, quoi. C'est l'exploration spatiale, c'est du space opéra, c'est des vaisseaux dans l'espace. Alors il y en a plusieurs, mais moi celui dont j'ai envie de parler, c'est Star Trek. C'est le vaisseau Enterprise. Il y a plusieurs générations, je vais parler de la première, de Kirk, de l'équipage du capitaine Kirk. Alors, c'est les années 60, ils sont en pyjama. Aujourd'hui, c'est un peu plus évolué. Donc ça, c'est l'équipage de l'Enterprise. C'est un vaisseau spatial qui parcourt la galaxie et l'univers connu et inconnu à la recherche de formes de vie et d'intelligence, de nouvelles formes de vie et d'intelligence. Alors, les pyjamas jaunes, c'est la direction, c'est ceux qui sont sur la passerelle. Les pyjamas bleus, c'est les officiers scientifiques. Et les pyjamas rouges, c'est les techniques. Vous avez Scotty, qui est là, qui est le chef mécanicien. Vous avez Spock aux oreilles pointues, qui est le Vulcain logique et froid, très intelligent. Enfin, ça, c'est Kirk, c'est le capitaine. Alors, ce vaisseau spatial, moi, je l'aime bien, cet équipage-là, parce que Kirk, c'est un tricheur. C'est un tricheur. Ouais, c'est un tricheur, mais il veut gagner. Il respecte pas les règles, il respecte pas le protocole. C'est pas... Non. En général, il est vautré dans son fauteuil, plus ou moins. Il regarde, puis dans ce livre, Spock, qu'est-ce que c'est que ce truc devant nous? C'est quoi cette masse-là? Capitaine, nous détectons un proto-nuage de capitalisme, de capital primitif en expansion rapide. On va se débarrasser de ça. Scotty à la salle des machines, dévier la puissance des réacteurs sur les torpilles à photons, on va vraiment éliminer ce truc-là. Là. Hop, Scotty fait ce qu'il a à faire, vous avez des tirs de torpilles, de laser, la masse de capital primitif disparaît, ça c'est la science-fiction. Des tirs de laser et des vaisseaux. Il n'y a pas que ça. Dans la science-fiction, je l'ai dit tout à l'heure, il y a l'anticipation. La science-fiction, a priori, c'est pas très politique. A priori, quand on regarde ça, c'est plutôt de l'aventure. L'anticipation, c'est des gens qui se disent, c'est directement politique, c'est des gens qui se disent qu'est-ce qui va se passer dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans une société humaine donnée, quelle qu'elle soit, si on fait rien, si on fait ci, si on fait ça, si on fait pas ci, si on fait pas ça. Voilà. Ils prennent une société, ça pourrait être la nôtre, puis ils regardent ce qui se passe. Ils essaient de piger ce que ça va donner. Et dans les années 50, il y a un paquet de monde qui se met sur l'anticipation, quelques Américains, assez brillants aussi, parce qu'ils ont quasiment tout vu, tout pensé, la situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui, quasiment.
Ils ont bien vu les problèmes techniques, mécaniques, etc., écologiques, ils l'ont vu. Il y a un truc qu'ils n'avaient pas vu. Il y a un truc qu'on n'a pas vu avec papa, parce qu'on en a parlé pendant 30 ans, l'an 2000. Il y a un truc qu'on n'a pas vu non plus, mais que personne ne pouvait voir. Personne ne pouvait imaginer ça. George Orwell, quand il écrit 84, c'est Big Brother, c'est des écrans qui vous regardent chez vous, qui écoutent vos pensées, enfin qui écoutent tout ce que vous dites, qui essayent de voir ce que vous écrivez si vous écrivez. Donc c'est une société de surveillance totale. Mais il y a un truc qu'ils n'avaient pas vu et qu'ils n'avaient pas pensé. C'est que cette technologie a fait vriller notre société. Dans les années 60, la technologie est à notre service. C'est notre pensée, on se dit on va vivre mieux, il va se passer plus de choses plus sympathiques. En 99, juste avant 2000, il y a un film qui sort qui s'appelle Matrix. Pour ceux qui n'ont pas vu Matrix, les humains ont créé des machines pour les aider, et puis les machines ont eu besoin de puissance, et se sont rendus compte que les humains pouvaient produire du courant, et qu'en fait les humains n'étaient pas très heureux. Donc les machines qui sont quand même là à la base au service de l'humain, elles les ont mis dans des caissons, elles les font dormir toute leur vie, elles les font rêver, et elles profitent de l'énergie qui est produite par les humains pour s'alimenter. Donc on passe de « c'est à mon service » à « je suis au service de la machine ». Cette vrille, elle a très très peu été pensée. Et alors ce qui n'a pas été pensé du tout, c'est qu'on allait volontairement donner à Big Brother ce qu'il voulait. Je vais y revenir un peu plus tard. Donc ce dont je veux vous parler ce soir, c'est ça. C'est mon papa, la science-fiction, et cette vrille technologique sur laquelle le capitalisme s'est engouffré pour faire encore un peu plus d'argent et nous dominer un peu plus. Ça vous va? Vous me dites non, on est mal. Donc voilà. Alors, oui, c'est pas cette maison connectée, c'est pas la mienne. Pourquoi c'est pas la mienne? Parce qu'a priori, ça peut être sympa d'être alerté sur plein de choses. Ben, c'est pas la mienne parce que c'est pas la maison de la sécurité, c'est la maison du contrôle. C'est la maison qui vous contrôle, qui contrôle tout ce que vous faites. Et avec des gens derrière qui vont utiliser les données. Et ça me plaît pas. Donc c'est pas ma maison, même si vraiment j'étais geek et je le suis toujours. Je vous donne un exemple du contrôle dans lequel on arrive aujourd'hui. Il y a une société... Alors, souvent en informatique, vous avez des gens qui se mettent à réfléchir à un truc 40 ans avant. Il y a une cellule chez IBM, il y a 35 ans, qui a pensé les écrans qu'on a aujourd'hui, les écrans en haute définition. À l'époque, il n'y a rien, c'est des écrans en 4 couleurs qui pèsent 60 kg, on va y revenir. Et ils n'ont pas les moyens de faire ce qu'ils veulent, mais ils sont déjà en train d'y penser. Et il y a 30 ans, il y a des gens qui ont pensé à un truc qu'ils ont appelé la Smart Dust, la poussière intelligente. Et ils ont mis 30 ans, et c'est une boîte française à Grenoble qui l'a mise au point, et elle est exploitée. Elle commence à être exploitée aux États-Unis par une société qui s'appelle Knox Defense. Les ordinateurs qu'on avait en 90, pour ceux qui s'en rappellent, c'est quand même des trucs assez gros, aujourd'hui ça fait la taille d'un grain de riz. On l'a miniaturisé à la taille d'un grain de riz et continue de faire la même chose. Et je vous ai parlé tout à l'heure des puces RFID, l'identification par radiofréquence. Votre carte bleue, probablement, votre passe Navigo, tout ce qu'on a aujourd'hui sous forme de carte, dans les objets connectés, si vous en avez, c'en est pas un, c'est de l'identification par radiofréquence. C'est-à-dire que vous passez, quand vous passez le paiement sans contact, vous envoyez des informations, vous avez un récepteur qui les reçoit, et l'information transite. Et bien, cette RFID, ces puces RFID, aujourd'hui, elles peuvent faire la taille d'une poussière, quasiment d'une poussière. C'est vraiment tout petit sur un doigt. J'ai pas la photo, c'est vraiment petit. Et cette poussière, Knox Defense a proposé à certaines boîtes américaines un smart move, on va dire. C'est-à-dire qu'à l'entrée d'un supermarché, les gens ne le savent pas, mais quand ils marchent dans cette poussière, ils s'en mettent dans les jeans, ils s'en mettent dans le revers, ils s'en mettent sous les semelles de chaussures. Et il y a des capteurs dans tout le supermarché qui vont analyser en temps réel l'intégralité du déplacement des gens. Combien de temps il est resté au Nutella? Pourquoi il a tracé devant la sauce tomate? Quel rayon de pâte il a vérifié? Quel rayon il n'a pas fait du tout? Vous voyez, ces informations, elles vont être analysées en temps réel grâce à cette poussière qui envoie le capteur. Et les gens ne le savent pas. Il y a une deuxième boîte qui l'a pris. C'est une grosse boîte informatique américaine et elle a mis un smart move à l'entrée de la boîte
Et c'est pour les employés. Ça permet d'optimiser, on va dire, les trajets et les temps des employés. On peut le dire comme ça si on est plutôt du côté capital. Si on est du côté des travailleurs, c'est carrément moche, quoi. Ça nous permet de savoir exactement ce qu'ils font, combien de temps ils le font. Donc ça, c'est la société du contrôle. Et on l'a de plus en plus. Le bracelet connecté, pour l'instant c'est rigolo, c'est fluo, ça nous donne le nombre de pas. Le jour où la sécurité sociale va dire si vous voulez être remboursé, à partir de maintenant vous avez un bracelet connecté, sinon vous n'êtes plus remboursé. Et ça va venir, faut pas rêver, ça va venir. Ça va commencer à gratter, quoi, genre. Et puis alors le jour où vous faites rembourser votre médicament pour le cœur et que la sécu vous dit mais il y a 2 jours vous avez mis un sucre dans votre café, on va pas rembourser. Hein. Vous n'avez pas fait vos 7000 pas hier, on va pas rembourser non plus. C'est ça le contrôle. C'est pas pour notre bien. Je vais y revenir. Je vais pas plomber l'ambiance tout de suite d'un coup. Donc cette société du contrôle, ça partait bien. Ça partait super bien, je vous jure. Il y a 50 ans, ça partait vraiment, vraiment bien. Et bah, papa, toujours le même, il était visionnaire en fait. Il avait pigé plein de trucs. Et il avait pigé l'intérêt de l'informatique. Il était comptable. C'était pas pour une machine à calculer, hein. C'était pas pour faire du chiffre. Parce que moi, je l'ai vu faire, mon papa. Alors ça, c'est du papier listing pour les plus jeunes générations. Le papier listing, à l'époque, c'est un papier qui est tenu par des petits pointillés, on tire dessus, ça se défait, qui est entraîné sur le côté par des petits trous à picot qui étaient sur les imprimantes, et ça vous permet d'imprimer des mètres et des mètres et des mètres de colonnes de chiffres. Hein, les comptables, ils aiment bien faire des colonnes de chiffres. Papa, il en faisait des super. Et donc, il blaguait à froid. Il était terrible. Je l'ai vu avec des copains et tout, il blaguait à froid, on ne savait jamais s'il rigolait ou pas. Et moi, je le vois un jour, donc il avait des colonnes de chiffres complètes, et puis à son bureau, il avait toujours son critérium dans la main, et puis avec le pouce, il descend la colonne comme ça. À cette vitesse-là. Et il met les chiffres. Il m'a vu, il a vu que je le regardais, il m'a pris pour un lapin de 3 semaines, je vais attendre qu'il aille aux toilettes, je vais vérifier. Je me précipite sur ma Texas Instruments, je refais la première colonne, les chiffres étaient bons. Et toutes les colonnes étaient bonnes. Il avait une habitude de manipuler les chiffres, donc l'ordinateur, ça n'allait pas lui servir à ça. Par contre, en comptabilité, je ne fais pas un cours de compta, rassurez-vous, mais il y a un truc en comptabilité qui est le seul truc important, en fait, c'est pas de savoir si on perd ou si on gagne de l'argent. C'est pour ça qu'il est important pour un comptable et pour le patron. C'est de savoir où on en gagne et où on en perd. C'est ça qui est important, ce qu'on appelle la comptabilité analytique. Et là, c'est pas des colonnes, enfin, c'est des colonnes de chiffres, mais c'est des tonnes et des tonnes de croisements de données à faire. Et ça, pour un humain, c'est long. Et papa, il avait pigé. Il dit, mais la machine va le faire plus vite que moi. Donc, je vais introduire la compta analytique dans ma boîte. Ça n'existait presque pas à l'époque. Mais je sais pas, tu avais lu des trucs qui t'avaient branché là-dessus. Et donc, il était dans une boîte Alors, il faisait à la fois des publicités dans cette boîte et de l'achat et de la location d'espace. Vous savez, sur les bus, sur les machins, dans les affiches. J'ai mis du temps à piger, je ne comprenais rien à ce qu'il faisait. Et elle s'était déjà, à l'époque, en 70, elle s'était fait racheter par une grosse boîte américaine qui avait énormément de pognon. Et alors, je vais faire un petit rappel pour les plus jeunes comme pour nous. Parce qu'on oublie très très vite. C'est quoi les années 70, les années 70-80? Dans quel monde on vit? On ne vit pas dans le monde d'aujourd'hui. Il n'y a pas d'Internet. Il n'y a pas d'informations qui circulent en temps réel à toute vitesse. Il n'y a pas de SMS à la table, l'un à l'autre, il me fait chier, l'autre à gauche. Non, ça n'existe pas. Il y a des cabines téléphoniques dans les rues. C'est un service public génial qui a disparu, j'ai toujours pas compris pourquoi. C'était pratique, des cabines téléphoniques dans les rues, même si aujourd'hui on a un portable. Et le téléphone, moi je l'ai vu arriver. On n'était pas hyper pauvres, mais on n'était pas super riches. Donc le téléphone, à l'époque, c'était ceux qui avaient un peu plus de sous qui l'avaient en premier. Moi je l'ai vu arriver chez ma voisine dans l'immeuble. Et alors le téléphone, c'était un gros truc en bakélite, avec un gros combiné. Sur le combiné, vous aviez des trous qui allaient de 0 à 9 avec un gros ressort, c'était de l'analogie, comme on dit. Et donc, quand vous faisiez un numéro 665, 71, alors...
C'était pas un 5, c'était un 4. Je recommence. Vous faites un numéro à 8 chiffres, vous le faites une fois, vous le connaissez par cœur. Et moi, à l'époque, je m'en rappelle, je connaissais tous mes numéros par cœur, tous mes potes. Ils me demandaient le numéro d'un pote, je le donnais. Aujourd'hui, je paume mon téléphone, je suis planté, je pleure au milieu de la rue. J'ai plus aucune donnée. Je les ai plus là. Je me demande si je suis un homme augmenté ou un homme diminué. C'est une prothèse. C'est pas une augmentation, c'est une prothèse, ce truc-là. Et si on lui délègue une partie de ce qu'on fait d'habitude, eh ben on le fait plus. Je connais un numéro, le mien. Donc ce téléphone, je l'ai vu arriver chez ma voisine. Alors on allait chez elle, s'il fallait appeler la famille en urgence, on allait la voir, on frappait, et on avait donné son numéro à la famille. S'il y avait une urgence dans la famille, elle venait nous voir, il y a quelqu'un qui vous appelle, c'était ça l'ambiance. C'est pas ce qu'on a aujourd'hui, quoi. Mais on l'oublie vite en plus, on l'oublie vraiment vite. Et puis surtout, pas d'information. L'information, ça vaut une fortune à l'époque, c'est des bouquins épais comme ça qui valent une fortune. Donc, et il n'y a pas d'ordinateur. Les ordinateurs, c'est des trucs énormes. Et puis les premiers gros calculateurs qui arrivent, c'est IBM, et il faut vraiment avoir une société très riche pour pouvoir s'en payer un. Et mon père en fait acheter un. Et comme il bosse beaucoup chez lui, on va en avoir un à la maison. Moi je suis là, c'est trop bon, c'est génial. Je vais avoir ça, mais c'est une chance incroyable. Et donc je me rappelle, et il arrive avec la voiture un samedi, il klaxonne, on est au 4e sans ascenseur. Et donc je descends comme un fou, on ouvre le coffre, et là il y a un énorme carton d'1 mètre cube qui pèse une horreur. Donc on le sort, puis là on se dit il faut monter au 4e, quoi. On y va, on monte le carton au 4e, on redescend, on va chercher le 2e carton d'1 mètre cube qui pèse le même poids, l'écran. On monte au 4e. Alors dans le bureau de papa, il y avait la fenêtre, puis on avait prévu une table devant. Donc on déballe l'ordinateur. Je vous dis pas, à l'époque c'est tout bétal. Hein. C'est pas comme aujourd'hui, vous le prenez sur le pied, vous allez à l'hôpital direct. C'est un truc hyper long, c'est 25-30 kg. Donc on sort ce truc-là, on le pose sur le bureau, on sort l'écran, on le pose sur le bloc, sur l'IBM. Ah, ben on voit plus la fenêtre. On voit le haut, on voit les nuages. Bon, c'est pas grave, on ne verra plus dehors. Ça prend toute la place. Puis là, on démarre. Je suis gamin, comme je. Et là, ça fait un peu de bruit, ça tourne, puis d'un seul coup, vous avez un écran noir avec C, 2 points, plus grand que E, et un truc qui clignote. C'est chouette, hein? Ouais. Pas trop moche. Non. J'insiste quand même, je veux dire, il n'y a pas que ça là-dedans. Alors, un des premiers trucs qu'ils donnaient, à l'époque, ils donnent tout. À l'époque, ils mettent un petit pense-bête. À l'époque, ceux qui vont faire des sous, bah, c'est les constructeurs. J'ai mis quelques noms, mais j'ai pas d'action, c'est juste les noms qui me sont venus. Et IBM, HP, Buick, Xerox, Siemens, voilà, les grosses boîtes, Midorf. C'est les constructeurs qui ont la main sur la guerre économique, c'est eux qui font de l'argent. Et à l'époque, vous achetez un ordinateur. Les logiciels, ils vous les donnent. C'est avec. L'argument de vente, c'est l'ordinateur. Et papa, un jour, il me dit, je sais pas comment tu faisais, il me dit, moi je pense qu'un jour, l'ordinateur, il sera donné avec les logiciels. Ah, tu rigoles, l'ordinateur, ça valait une fortune. Aujourd'hui, vous avez des logiciels qui valent 3 000, 4 000, 5 000 euros. En fait, du montage vidéo, le logiciel, il coûte cher. Votre ordinateur, il coûte beaucoup moins. On a inversé. Et donc, bah, dans les logiciels qui donnaient, il y en avait un qui s'appelait le Logo. C'était un logiciel qui était censé apprendre aux enfants à programmer. Donc vous aviez ce qu'on appelle une tortue, un petit triangle, et puis vous pouviez déplacer la tortue. Vous disiez, bah, monte de 10, va à droite de 10, descend de 10, va à gauche de 10. J'ai fait un carré, j'ai dessiné un carré. Après un rectangle. Après, papa vicieux, tu ferais pas un triangle? Il y a un calcul là, j'utilise un truc là. Bon voilà, au bout d'une heure que vous avez fait des carrés et des rectangles, on vous propose un cochon qui rit, un nain jaune, une partie de dés, vous êtes preneur. Franchement au début c'est un peu bizarre. Mais j'ai insisté quand même, j'ai insisté. Je sentais bien qu'il y avait un truc là-dedans. Puis surtout il y avait des jeux, ils avaient déjà donné quelques jeux. Donc moi je me retrouve dans cet environnement-là. J'ai un truc sous la main qui est vraiment peu de monde là à ce moment-là.
J'ai la science-fiction, papa il n'arrête pas de m'alimenter avec des bouquins, puis après moi j'y vais, quoi. Je me rappelle au marché le samedi, il y avait un type il y avait un stand de livres. Alors vous ameniez des livres de casse, vous en preniez d'autres. Des fois vous donniez un franc bleu, histoire de... Voilà. Mais c'était vraiment un truc d'échange, quoi. Et donc j'en ai consommé mais une quantité phénoménale de bouquins de science-fiction. Et puis le cinéma démarre. Le cinéma s'y met dans les années 70. Et avec papa et avec maman, on y va au moins une fois par semaine, c'est la fête le cinéma, on y va. Et je me rappelle, fin 76, début 77, on voit sortir une grosse affiche Star Wars. On va aller voir. Pareil, hein, à l'époque, c'est pas tout à fait les effets spéciaux qu'on a aujourd'hui. Il faut regarder les premiers Star Trek, hein, c'est rudimentaire. Et donc, alors on arrive au Gaumont Alésia, c'était une grosse salle à l'époque, c'était un grand écran de Paris. Alors quand on rentrait, c'est un truc que j'aimais bien aussi. Il y avait une ouvreuse, il y avait une dame avec un panier en osier, avec des glaces et des bonbons, une lampe torche. Et si la séance était commencée ou si les pubs étaient démarrées, elle vous plaçait, elle vous éclairait le sol pour pas tomber, puis elle vous plaçait une place libre, et puis on pouvait même acheter une glace ou un paquet de bonbons. Ça a disparu ça. Il n'y avait pas vraiment d'ouvreurs, hein. À chaque fois c'était des ouvreuses. Et donc on se retrouve au ciné, on s'installe, un grand écran. On attend, le noir arrive, puis d'un seul coup, avec un texte qui se met à défiler. Moi, on lit le texte, on dit il y a longtemps, dans une galaxie très éloignée. Puis juste à la fin du texte, ça part des vaisseaux spatiaux dans tous les sens, des coups de laser, des robots, des machins. Et là, on est là, pendant 2 heures. Quand le film se termine, on est comme ça. On va chercher la voiture. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a vu? Ça, c'est que ça n'existait pas. Enfin, ce truc-là, ça n'existe pas à l'époque. C'est un choc. Et moi je me dis, avec papa, on se dit, mais on vient de voir ce qu'on va avoir. On vient de le voir, on vient de voir du futur, on l'aura ce truc. C'est sûr. Et on s'alimente de ça. Et il y a plein de gens, il y a toute une époque, toute une génération qui s'alimente de ça, avec un rêve collectif, de ça va aller mieux pour nous. Alors, j'arrive, j'ai pigé, moi, comment arriver au bac sans souci, en faisant rien, en pente libre, bah, ça permet d'avoir le bac. Et bah, du coup, à la sortie, je fais quoi? Alors, dans la famille, j'ai un frangin qui a 11 ans de plus que moi. Et la place de l'intello, elle est prise. Ma mère, elle n'a pas de 2 intello. Mais je me dis, je vais quand même essayer, il n'y a pas de raison. Je vais aller en fac. Et là, quand vous sortez du système de l'école de la République, hyper encadré, machin, des devoirs, des punitions d'école, et que vous vous retrouvez à la fac, tout le monde se fout réellement de ce que vous faites, vous d'un seul coup vous dites, mais attends, je peux aller au cinéma, j'y vais. Alors le cinéma, pareil, c'est une époque où vous n'avez pas des chiens de garde, des miradors et des vigiles. Le cinéma, il y a la porte d'entrée, puis juste à côté, il y a la porte de sortie qui donne dans la rue, qui est souvent pas fermée, et vous pouvez passer par la porte de sortie, puis vous installer. Il y a plein de petits cinémas, on parle. Donc à l'époque, j'ai été un peu Rain Man, on va dire. J'ai pété un plomb avec le cinéma. J'ai vu 400 films ma première année de fac. J'y allais tous les jours, plusieurs fois par jour. Il y avait l'officiel des spectacles, les pariscopes, je cochais tout. Je les avais tous vus. Sauf les films pour nous. Bon, quand on en a vu un, on a à peu près fait le tour. Mais tous les autres, je les avais vus. Les trucs japonais, iraniens, n'importe quoi, de la science-fiction, du polar. Donc ma première année de fac, c'est pas terrible, c'est pas vraiment une réussite. Et du coup je me dis bon non, pas déconner, j'y retourne, quoi. Je me fais une deuxième première année, parce que il va y avoir d'autres films qui sortent l'année prochaine. Donc je me fais une deuxième première année, je me refais 400 films. Bref, la fac c'est pas terrible, c'est un échec. C'est pas grave. C'est pas grave parce que je peux prendre la place du technicien. Parce que en fait, j'ai commencé à m'y mettre dessus, j'ai commencé à regarder comment ça marchait, il y avait le visuel, il y avait le basique IBM qui était donné, il y avait des jeux. Les jeux, c'est toujours bien pour accrocher tout de suite la personne qui est devant. Moi, je me rappelle avoir passé des heures avec une petite Jeep en 4 couleurs qui se baladait sur la Lune et il fallait éviter des cratères et des plantes qui poussaient. C'était assez rudimentaire, j'ai passé des plombs, mais des heures. Et donc, ben, j'ai un savoir-faire, un tout petit savoir informatique qui est hyper intéressant sur le marché à ce moment-là parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc, bah, j'y vais. Et puis il y a une demande. Il y a plein de boîtes parce que ça commence, mine de rien, ça commence à il y a des boîtes à se répandre, des boîtes qui commencent à acheter.
et qui sont plantés. Comme il n'y a pas d'infos, ils ne savent pas comment ça marche, dès qu'il y a un problème. Donc moi j'y vais. Allez, je rentre dans la carrière. C'est assez chouette. C'est assez chouette parce que, alors, là on est dans du capitalisme simple, hein, production, exploitation, distribution, plus ou moins bien répartie des richesses. Voilà, les constructeurs sont en train de faire du pognon. Il y a une domination qu'on se prend dans la tête tout de suite quand on fait de l'info et quand on est geek. C'est la domination de classe. Parce qu'avec mon papa, ben, on était geeks tous les deux, mais on n'était pas riches. On n'était pas tout à fait partie de la bonne classe. Et donc on n'achetait pas le matériel qu'on voulait. Je me rappelle, avec papa, on achetait dans un catalogue, aujourd'hui il y a plein de catalogues, à l'époque il n'y en avait pas tant que ça. Il y avait un catalogue qui s'appelait La Maison de Valérie. Et c'était du Canada Dry informatique. Alors c'était censé être de l'informatique, faire de l'informatique, mais ça faisait pas la moitié, c'était en plastoc, ça cassait tout de suite, mais c'était informatique pour les pauvres. Et donc nous on achetait là-dedans. Et ça même aujourd'hui ça me met encore en colère, parce que mon papa je l'adorais, et j'aurais eu envie qu'une fois dans sa vie il ait le bon truc, la bonne version, et pas un sous-matériel, qu'il ait la bonne marque, celui qu'il voulait. Et non, finalement on n'a jamais eu, à chaque fois on s'est retrouvé avec des trucs... Voilà, cette domination-là, on la prend assez vite, en pleine poire. Puis j'avais un copain, j'avais plusieurs copains, en informatique, il y en avait deux, bah voilà, ils n'étaient pas dans la même classe que moi, donc ils avaient énormément d'argent, et eux, ils changeaient, le matériel à l'époque changeait très très vite, et donc tous les 3 mois, ils changeaient. Et ça coûtait une blinde, quoi. Et moi, j'essayais de les suivre, mais je changeais à 9 mois, 1 an. Et quand on joue ensemble, le matériel qui va le plus vite, surtout à l'époque, bah, vous gagnez, quoi. Donc c'était carrément énervant, j'en avais marre. Voilà, cette domination-là, on la voit assez vite. Mais du coup, moi, quand j'ai commencé l'informatique, il y a un truc qui m'a... Ouais, il faut que je le dise, je suis honnête. Il y a un truc qui m'a un peu réjoui quand j'ai démarré. Parce que la fac, même si je sais que c'est moi qui ai merdé complètement, j'ai quand même, j'ai un petit goût amer, quoi. Je me disais, ouais, mais ça me plaît pas, j'ai un rapport au savoir un peu formaté par l'école, et j'étais pas très content quand même de ne pas avoir réussi la fac, même si je ne m'étais pas donné les moyens. Et donc du coup j'étais, ouais, j'étais un technicien, quoi. Je crois que j'étais pas l'intello. Et quand vous arrivez, que vous commencez à dépanner, même après d'ailleurs, et quand vous prenez conscience du truc, vous arrivez dans le bureau, ça peut être un directeur, ça peut être un patron. Vous arrivez dans son bureau, il est planté et il attend que vous le déplantiez. Lui c'est le patron, c'est peut-être un bac plus 8. Moi je suis bac, mais je le déplante. Et là, quand vous prenez conscience de ça, il y a une espèce de revanche assez jouissive, vraiment, c'est vrai. Parce que d'un seul coup, on se dit, mais attends, il a le pouvoir, lui. Il a le pouvoir de me dire, viens dépanner. Sors, je te vire. Il a ce pouvoir-là. Mais il n'a pas la puissance. La puissance, c'est savoir-faire. La puissance, c'est faire. Moi, j'ai la puissance. Je dépanne sa machine. Et tant que je ne dépanne pas sa machine, il reste planté. Et son pouvoir ne lui sert à rien. À part faire venir un autre technicien. Vous avez gardé en tête pouvoir et puissance parce qu'on va y revenir. Mais ça, c'est une vraie revanche. Ça me plaît. C'est génial. Et je m'en fous d'avoir un bac et pas un bac plus 8. Voilà. Si je ne le déplante pas, tout de suite. Alors là, bon, bah, ça commence à s'installer beaucoup. Moi, à l'époque, je suis sur la plateforme d'Orly et on en installe en entreprise. On en installe 650, 700 par an. Et moi, dans mon imaginaire, j'amène les outils qui vont nous permettre d'arriver à Star Trek et à Star Wars. J'amène les outils qui vont nous permettre d'aller mieux, qui vont permettre de développer cette société et cette humanité mieux. Je suis là-dedans. Donc j'y vais, je suis content. Et puis, en se faisant la main, plus vous dépannez, plus vous vous rendez compte que des fois, quand vous rentrez dans les pièces, bah déjà vous vous dites, tiens, c'est marrant, je touche pas le sol, je suis à 1 cm au-dessus du sol, je l'évite, c'est vachement pratique pour se déplacer. Et puis, c'est dingue, j'ai une aura dorée qui est en train de tourner et qui me réchauffe. Et les gens vous regardent comme ça. Vous êtes le sauveur. Vous arrivez, vous êtes le sauveur. Vous êtes planté depuis longtemps, des fois. Et quand vous rentrez, vous vous attendez. Et ça, c'est génial, il y a cette espèce d'aura qui est là, qui tourne. Pas de problème, vous avez un souci, je vous dépasse. Ça, c'est chouette. C'est assez cool. Alors on va en installer pas mal. Du coup, quand on installe ça, même là, même à ce stade-là, en fait,
on n'est pas encore aujourd'hui. Imaginez une société humaine, toute société humaine, elle est composée de 4 paramètres. On va imaginer des roues crantées. Si je fais tourner une roue, je fais tourner toutes les autres. 4 roues crantées imbriquées. Qu'est-ce que j'ai? L'organisation sociale, l'économie, l'environnement, la culture. Je vous donne un exemple. Si l'environnement, d'un seul coup, dans mon environnement, j'ai un virus qui débarque, que je ne sais pas gérer parce que j'ai pété l'hôpital, le virus va faire tourner la roue de l'environnement qui va tout faire tourner autour. Ça va impacter l'économie, ça va impacter la culture, on va accepter d'avoir des masques, on va accepter de ne plus se serrer la main, enfin bref. Vous voyez, ça fait changer tous les paramètres qui composent notre société humaine. Si demain, on décide qu'on ne mange plus que des truites saumonées, culturellement parlant, on se dit, on mange plus que des truites. Ben, ça va impacter drôlement tout le reste. Ça va impacter l'environnement, on va arrêter de déforester pour faire des plantations pour nourrir les vaches. Vous imaginez tout ce que ça va changer, y compris dans l'organisation du travail. Le télétravail avec le Covid, hop, toutes ces roues, elles tournent, elles font forcément tourner les autres. Et bien ça, c'est la roue de la culture qui est en train de tourner, et qui est en train de faire tourner toutes les autres, l'organisation du travail, l'économie. Ce truc-là que je suis en train d'installer partout en me disant que c'est chouette, je suis le sauveur de l'humanité, c'est en train de faire tourner tous nos paramètres, et on s'en rend pas compte. Et à force d'en installer partout, à force que les entreprises en achètent, comme tout process industriel, c'est moins cher à fabriquer, on peut commencer à diminuer la taille, on diminue le coût, etc. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'à force d'en mettre partout, ça ne va plus servir que à la compta et au calcul. Les gens vont se dire, mais peut-être on peut faire autre chose avec. On peut peut-être faire, je ne sais pas, de l'architecture, traiter de l'image, traiter du son, traiter des films. Ça commence à arriver dans les entreprises. On se dit, je voudrais faire autre chose avec. Alors là, ce qui va être important à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle, c'est un effet spécial, hein, je sais pas. Alors. Il n'y a pas beaucoup d'effets spéciaux dans cette conf, ça c'en est un, j'espère que ça va tenir. Génial. Ce qui devient important à ce moment-là, c'est plus la machine, c'est le système d'exploitation. Oula, c'est quoi un système d'exploitation? D'abord, nous, c'est capitaliste. Et je tiens à dire que l'informatique est le dernier secteur subversif de l'industrie, puisqu'il n'y a plus aucun autre domaine où on parle d'exploitation, de système d'exploitation. Même les syndicats, ils n'en parlent plus, hein, sauf certains. Donc, je trouve ça sympa. Alors, le système d'exploitation, c'est quoi? Votre machine, elle parle en courant électrique. Ouvert, fermé. Il y a du courant, il n'y a pas de courant. Ce qui va donner des 0 et des 1. Mais nous, on ne parle pas en 0 et en 1, et on ne parle pas en courant électrique. Pas encore, en tout cas. Donc, il nous faut ce qu'on appelle une interface qui permet de parler. Je parle à cette interface parle à la machine. Le clavier, la souris, l'écran, tout ça, c'est des interfaces qui me permettent de comprendre ce qui se passe. La première interface, la plus importante, c'est l'interface homme-machine, c'est le système d'exploitation. Il y a Mac chez Apple qui fait un système, il y a Windows, il y a Microsoft qui va faire un système qu'on retrouve aujourd'hui partout. Et puis, dans Star Trek, à l'époque, on pourrait dire que notre vaisseau Enterprise, il arrive dans une galaxie inconnue. Le lieutenant Uhura, qui est responsable des communications, détecte des signaux hautement intelligents, très sophistiqués, mais très peu intelligibles. Elle n'arrive pas à comprendre. C'est la galaxie Nunux. Cette galaxie Nunux, à l'époque, elle va faire un système d'exploitation, elle va faire tout un tas de systèmes d'exploitation, mais elle va avoir du mal à communiquer avec le reste de l'humanité. Et c'est dommage parce qu'on va perdre du temps. Je vais y revenir. La galaxie Nunux, c'est les habitants, la race qui peuple cette galaxie. C'est des humanoïdes relativement jeunes, avec des taches de rousseur. Ils mangent des parts triangulaires de nourriture avec du rouge dessus et ils boivent des boissons marron avec des bulles. C'est limite caricature, mais c'est quand même assez ça. Et le problème, c'est qu'ils sont hyper élitistes. Ils considèrent que si vous ne les comprenez pas, c'est votre problème, faites un effort. Donc ils inventent un truc absolument génial pour l'humanité, mais ils n'arrivent pas à communiquer avec l'humanité. C'est vraiment ça, je prends l'image de Star Trek parce que c'est vraiment ça.
Il y en a qui ont essayé à l'époque, mais c'est pas passé. On parle de ça il y a plus de 30 ans. Donc je les mets de côté pour l'instant. Ceux qui vont prendre la main, bah, il va y avoir surtout Windows et puis Mac, avec Apple, avec son système. Et là, bah, ils vont commencer à faire beaucoup plus de dollars. Parce que ce qui va compter, c'est plus la machine. Quelle que soit la machine, qu'est-ce que je mets comme système dessus? Qu'est-ce que ce système va me permettre de faire? Et là, on est dans une phase où on va en installer partout. Parce que ça va arriver dans le grand public. Ça va arriver chez nous. Enfin, chez nous, en Occident, chez les Blancs, hein, en Afrique, ça va mettre un peu plus de temps. Et chez nous, avec ceux qui ont un peu d'argent, bah, ils vont commencer à s'en payer. Et donc là, on va en mettre partout. Et là, la roue de la culture, elle va tourner énormément. Et on va commencer à trouver ça normal. Imaginez aujourd'hui, le SMS et l'accès Internet, vous le trouvez normal. C'est intégré, quoi. Alors, en même temps qu'il y a ça, les gens, ils sont plantés, quoi. Les gens, ils sont vraiment plantés. Et moi, ça ne m'allume pas au corps de lumière. Moi, je continue. Moi, là, je rentre dans une super phase. Déjà, j'ai l'aura, je flotte, mais en plus, je rentre dans une phase où... regardez là-haut, qu'est-ce que c'est? Un avion? Non. Une fusée? Non. C'est super Techos. Je survole la ville. Au secours, mon imprimante est plantée. Ne bougez pas. Merci, super Techos. Là, pendant des années. Ah, c'est un régal. Là, c'est un régal. Vous débarquez quelque part, vous êtes le sauveur ultime. Et puis, à force de le faire, vous avez plein de plans, vous savez, vous dépannez à toute vitesse. C'est génial. Belle période. Et en face de moi, dans cette période, bah, j'ai des gens de plus en plus plantés et de plus en plus agressifs. Alors des fois, vous arrivez, c'est chaud, quoi. Ils peuvent être plantés depuis 2 jours, 3 semaines, 1 mois. Ils attendent et puis ils sont en colère. Mais je me dis pas encore, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis un peu lent des fois, des trucs je suis rapide, d'autres je suis lent. Donc moi j'y vais. On en installe partout, on est en train de tout faire tourner. L'aura dorée, la lévitation, des fois il y a des accros, hein. Vous ne l'avez pas tout le temps. Un jour j'arrive dans un bureau, c'est un architecte, il a des écrans immenses, à l'époque je ne sais pas combien il a dû payer ça. Il en a plusieurs, il est en train de faire un plan complètement démentiel, et moi j'ai alors des systèmes de stockage à l'époque, c'est des disquettes. Alors les premières c'est des disquettes souples, puis très rapidement on va passer à ça. Ça c'est une révolution, ça là-dessus vous mettez 1 méga 44 octets. Dans votre téléphone vous avez des milliards de fois plus. Le moindre téléphone pourri il a des milliards de fois plus que ça. Mais à l'époque ça, et puis quand vous avez le petit truc IBM qui va bien, c'est 2,88, c'est x2, vous mettez 2 fois plus. Ça, vous êtes le roi du pétrole avec ça. Et donc on se sert de disquette tout le temps. Et donc j'arrive dans ce bureau, moi j'ai juste un fichier à copier, c'est tout. C'est la seule chose que je dois faire. Je copie un fichier. Donc j'arrive, le type me dit attendez, je sauvegarde. Attendez, c'est mon métier, c'est mon métier. Ouais mais non, attendez monsieur, je vous assure, j'en ai pour 10 secondes, je la mets, je copie le fichier, je vous rends la main, je n'impacte pas votre travail. Au moment précis où j'introduis la disquette, il y a un court-jus dans la machine, et la machine redémarre. Vous n'avez plus d'aura dorée, vous êtes au sol, et là, vous regardez la porte, bon là, normalement, en 3 pas, j'y suis, comment je fais pour me sauver? Avec le type derrière qui fait c'est normal là? Oui, parce que ça redémarre là, mes données. C'est une des pires fois, c'est une des pires engueulades de toute ma vie. Mais vraiment. Vous m'ont rappelé longtemps de celle-là. Je me suis bien fait remonter les bretelles. Il avait qu'à sauvegarder aussi. Donc l'aura, des fois on la perd. Mais quand même, globalement, dans cette période, je survole la vie. Tranquille, vraiment. Et on en installe plein. Et on fait tourner la roue. Et les gens s'y habituent. Les gens s'y habituent tellement que, est-ce que parmi vous, par exemple, il y en a qui se définiraient comme un nul en informatique, comme une truffe, comme une quiche, comme un mauvais, une mauvaise? Ouais. Bah ouais, on s'y habitue, quoi. Ça, un jour, ça me saute aux yeux. Je comprends pas pourquoi les gens disent ça. Je veux dire, si je croise quelqu'un dans la rue, je discute avec lui, il me demande du feu, je lui file du feu.
et il me dit tiens, je suis neurochirurgien. Ma première réaction, ça va pas être de lui dire je suis une quiche en neurochirurgie. Vous êtes d'accord? Il trouverait ça bizarre, je lui dis je suis une quiche en neurochirurgie, c'est juste pas ma spécialité. Mais en informatique, vous acceptez de le dire. Est-ce que c'est l'outil que vous avez choisi? Est-ce que c'est la formation que vous avez choisie? Ou est-ce qu'on vous l'impose dans votre métier et on ne vous donne pas de formation? Si vous l'avez choisi, bon, bah, vous êtes plus lent que l'autre. Si vous ne l'avez pas choisi, c'est pas votre outil. Et on ne vous donne pas les moyens de savoir comment ça marche. Vous n'êtes pas une quiche, c'est juste pas votre outil. Bah ça s'appelle une aliénation. Une belle aliénation. Invisible, totalement acceptée, c'est moi qui vais pas. C'est pas l'organisation du travail qui est mal foutue et qui fait qu'on me donne un truc et on n'explique pas comment ça marche. C'est moi qui vais pas. Terrible aliénation. Et je m'en rends pas compte encore. Je comprends pas ça à ce moment-là. Et j'ai des gens en souffrance. Et je comprends pas pourquoi. Aujourd'hui, je sais. C'est à cause de cette aliénation. Il y en a une autre qui est jolie. Hein. Il y a une aliénation qui m'énerve bien, moi. Donc c'est totalement invisible, hein, on l'a accepté, elle n'est plus là. C'est la Révolution française, quand elle se fait, c'est une révolution bourgeoise qui n'a qu'un seul but, légitimer par des lois la propriété d'un individu, enfin, le fait qu'un individu puisse posséder l'outil de production du bien commun. La Révolution française va servir à ça. Faire passer des lois qui vont justifier cette propriété d'un individu. Et au passage, la première loi qui passe, c'est la loi Le Chapelier, en gros, qui interdit aux travailleurs de se regrouper pour se défendre et défendre leurs droits. Donc on sent bien que ce n'est pas tout à fait une révolution populaire. Ben ça, avec les lois qui ont été mises en place, avec le matraquage qui a été fait, ben aujourd'hui on trouve normal qu'un individu puisse posséder l'outil de production d'un bien commun. Moi non. Je travaille avec quelques syndicats aujourd'hui qui sont aussi, qui ne trouvent pas ça normal. Mais c'est passé, quoi. Cette invisibilité du truc, elle est passée. Plein de gens, bah ouais, c'est comme ça. Ils possèdent l'usine. Bon. Donc on y va. Ça s'installe. Et on va arriver dans les années 90. Et dans les années 90, avec papa, on a un choc. Comme tout le monde. Parce qu'en 90, il va se passer un truc absolument incroyable. Une utopie va se mettre en place sur la planète. C'est Internet. À force de mettre toutes ces machines, à force de les relier entre elles, ben à un moment, les gens se sont dit, bah, si on les reliait globalement sur toute la planète, quoi, si on faisait un grand réseau qui va s'appeler Internet, la finale. Et quand ça arrive, bah, d'un seul coup, on a de l'information. D'un seul coup, on a des gens, on peut contacter n'importe qui à travers la planète. On a des informations à gauche, à droite, au milieu. C'est partout et c'est une utopie. C'est une espèce de bouffée d'air en 90 qui arrive. Je me rappelle, alors il n'y a pas encore le navigateur, il n'y a pas encore le moteur de recherche et tout ça. C'est à vous de connaître le site que vous voulez chercher avec ce qu'on appelle l'URL, c'est-à-dire le chemin pour trouver le site. C'est souvent très compliqué à taper, il ne faut pas se tromper. Et papa, il revient, il arrive, je ne sais pas d'où tu arrives avec un papier. Ah, je l'ai noté, à la radio, ils ont dit. La bibliothèque du Congrès américain met en ligne toutes ces photos. À l'époque, si vous voulez voir ces photos, il faut prendre l'avion. Il faut aller à Washington et aller rentrer dans la bibliothèque. Là, d'un seul coup, de chez moi à Paris, je peux y accéder. Alors on y va, on tape le lien, on se trompe 43 fois, puis à un moment, on y accède. D'un seul coup, on est sur le site. Et on a des tonnes de photos, on a la guerre de sécession, on a les Indiens, et on accède à tout ça, quoi. Aujourd'hui, bah, évidemment, je l'ai. Mais à l'époque, waouh, c'est une bouffée d'air, c'est une utopie. Vraiment, waouh, c'est complètement dingue ce truc. Alors, ceux qui vont prendre la main, bah, c'est les gens qui font le logiciel qui vous permet d'aller sur Internet. Ce qu'on appelle le navigateur. Dans votre système d'exploitation, quelque part, vous avez une icône, et quand vous cliquez dessus, vous arrivez dans le navigateur. Et là, je me suis peut-être... Non, ça va. Il y a plus de dollars, parce que vous commencez à faire énormément de dollars. Parce que ce qui se met en place à ce moment-là, et c'est très très bien expliqué par Ignacio Ramonet, un sociologue philosophe, va se mettre en place la vidéosphère. C'est-à-dire que le monde va basculer, voilà, c'est culturellement parlant, le monde va basculer dans le monde de l'image. C'est à peu près... un des exemples marquants, c'est vous prenez un journaliste.
Un journaliste, il n'est pas censé vous dire un tel a tué un tel. Il est censé vous expliquer pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui fait que ce type arrive à cet endroit-là, décide de tuer l'autre, quel est le contexte. C'est ça un journaliste. Il enquête, et il l'explique, il l'analyse. Et bien à partir du moment où la vidéosphère se met en place, c'est l'image qui prend le pas, et le plus important c'est l'image. Et prenez BFM, non, prenez Euronews. Je sais pas si ça existe encore, Euronews. C'est une chaîne, vous avez le top du top, à un moment vous avez une séquence qui s'appelle No Comment. Donc vous avez des images sans aucun commentaire. Donc vous n'avez aucun moyen de comprendre ce qui se passe. Ça vient de s'inverser, c'est-à-dire qu'on est passé de je réfléchis et j'analyse à j'ai de l'image, j'ai de l'image, j'ai de l'image. Là ça va s'emballer très très vite. Cette vidéosphère va prendre le pas sur énormément de choses. Et ce qui est embêtant pour l'humain, là-dedans, c'est que si on passe trop de temps devant un écran électronique, tout écran électronique sauf une liseuse qui est avec de l'encre numérique, c'est pas la même chose. Si dans le noir elle ne marche pas, c'est pas un écran. Mais tout autre écran électronique, que ce soit une montre, une tablette, ce que vous voulez, sur le cerveau humain, au bout d'un moment, je ne dis pas tout de suite, mais au bout d'un certain temps devant cet écran, il y a un effet de sidération télévisuelle qui apparaît. Vous rentrez dans un bar, vous êtes dans la rue, vous avez envie de prendre un café, vous rentrez dans un bar. S'il y a un écran allumé, et aujourd'hui c'est quasiment impossible de ne pas avoir un écran dans un bar, et ben le premier truc que vous allez faire, votre œil va aller sur l'écran. Même si vous êtes au comptoir pour prendre un café, vous allez regarder l'écran avant de vous dire je veux un café. C'est incroyable ce truc-là. Ça produit une sidération télévisuelle. La sidération, c'est une impuissance, c'est une hébétude, c'est une espèce d'hypnose, mais vous êtes totalement impuissant, vous pouvez plus rien faire. Vous vous fatiguez. C'est ça la sidération. Alors je suis un très mauvais exemple, hein. Je dis ça, mais alors je vous dis pas combien de temps je passe devant les écrans. Donc il y a ce problème-là qui est là. Pour l'instant, on ne le traite pas, mais il est là, on le sait. On va commencer à comprendre que ça arrive, ça. Bon. Et là, ceux qui font le navigateur vont commencer à faire de l'argent, parce que dans Star Trek, on va tomber sur une super peuplade qui s'appelle les Ferengi. Ils ne sont pas très beaux. Pas très très beaux, mais alors eux, ils ont la main sur tout ce qui s'achète et tout ce qui se vend. S'il y a un truc qui se vend dans l'univers, ils l'ont. Si vous cherchez quelque chose, vous leur demandez, ils l'ont. C'est les marchands. C'est le système marchand. Ils ont un défaut, c'est que si vous comme ils ont des grosses oreilles, si vous gratouillez l'oreille, ils vous font un rabais de 10%. C'est le seul moyen, sinon c'est impossible. Bon, et bien les Ferengi, ils vont tomber sur Internet. Parce qu'il y a des petits malins qui vont se dire, mais dis donc, quand les gens, ils vont sur un site de chaussures, on va aller voir les gens qui vendent des chaussures, on va leur demander, ça vous intéresse de savoir qu'il y a des gens là qui cherchent des chaussures, vous pourriez peut-être leur balancer de la pub. Ah oui, ça les intéresse. Et puis les voitures, imaginez, vous cherchez un truc, vous êtes sur le site pour acheter une maison, bah, tiens, je vais aller voir je vais vendre l'information aux agents immobiliers. Donc, quand vous arrivez sur le site, vous avez des pubs qui vont s'afficher très rapidement parce qu'ils vont vendre l'information, ils vont vendre ce que vous faites, ce que nous faisons sur Internet. Et là, ils vont commencer à faire énormément d'argent. Tout le monde s'y met, donc ça devient logique, ça devient invisible. On a tous ce truc-là, soit sur notre bureau, soit chez nous, soit les deux. Maintenant, là, dans la voiture, dans la poche. Et donc notre organisation sociale et notre façon de voir le monde est en train de changer, radicalement. Parce que culturellement parlant, on est en train de bouger très vite. Et j'ai des gens de plus en plus en souffrance, et des gens qui sont de plus en plus plantés. Je comprends pas. Un jour, j'ai un type qui m'appelle, alors c'était bien à l'époque aussi, je ne suis pas passéiste, hein, je vous remets juste dans le contexte, parce que c'est ce que j'ai vécu. J'aime beaucoup aujourd'hui. Moins avec le Covid. J'ai envoyé une disquette. À l'époque, vous avez la poste, quoi. Donc vous avez une semaine avant d'avoir le retour. Vous faites votre truc, vous préparez. Vous avez une semaine pour lui répondre. C'est pas le même temps, qu'on ne vit pas dans les mêmes temps. Et donc j'ai envoyé une disquette à un client. Il m'appelle. Ouais, ça marche pas du tout. C'est complètement planté. Bon. Écoutez, faites-moi une copie de la disquette, que je comprenne ce que j'ai mis dessus, mais je vous renvoie le logiciel. Une semaine après, je reçois une lettre, la chouette.
Il m'a envoyé la copie de la disquette. Ah bah il m'a même mis un mot, dis donc. Ah oui, il m'a envoyé la copie de la disquette. Faut être précis. Non mais on voit pas la même chose en fait. Vous l'avez pas choisi, on vous a pas formé. Donc les gens ils en sont là. Même avec de l'information. Le pire, c'est quand vous êtes en hotline, quand vous êtes au téléphone. Quand vous êtes au téléphone avec la personne à l'autre bout, il faut constamment savoir où vous êtes sur le bureau. Vous savez, votre système d'exploitation, le premier truc, vous voyez, c'est le bureau. Quand vous allumez votre Windows ou votre Mac, vous avez un bureau avec des icônes. Et vous faites ouvrir des trucs, faites ouvrir des fenêtres quand on dépanne. Et le but, c'est toujours de savoir qu'est-ce qu'il a devant les yeux, qu'est-ce qu'il a à l'écran. Parce que s'il n'a pas la même chose que moi, à un moment, ça va être tragique. Et donc, régulièrement, on recadre. Donc, attendez, parce que là, on a ouvert beaucoup de trucs. Là, vous êtes bien sur le bureau. Si. Non, je suis assis sur la chaise. Mais non, mais je ne parlais pas de ce bureau-là. C'est ce niveau-là. Est-ce que vous pouvez... Oui, alors attendez, allez-y, fermez la fenêtre. Non, mais c'est bon, ça fait un petit courant d'air. Ouais, non, mais je ne parle pas de cette fenêtre-là. On est toujours dans cette incompréhension, et de plus en plus. Bon, curieux quand même. Donc là, ils vont commencer à faire de l'argent, puis alors là, le top du top, c'est que la première chose que vous faites dans votre navigateur Internet, vous allez dans votre moteur de recherche, vous commencez à taper, vous voulez des chaussures, vous commencez à taper CHAU, chaud. Ben, au moment où vous êtes en train de taper le mot, ils n'attendent plus que vous soyez sur le site de chaussures, au moment où vous êtes en train de taper le mot, le moteur de recherche est déjà en train de vendre l'information, vous avez déjà de la pub qui s'affiche. Parce que c'est rare de chercher des chaumières. CHAU, statistiquement parlant, ils vont balancer des pubs de chaussures. Et là, ça va très très vite. Et là, alors là, ils font beaucoup d'argent. Je vais vous donner des chiffres. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ah oui, un truc quand même. 90, l'arrivée d'Internet. Ce qui est extraordinaire, c'est que 90, alors vous avez Eve Chiapello et Luc Boltanski qui ont écrit Le Nouvel Esprit du Capitalisme, où ils ont analysé comment mutait le capitalisme, comment il bougeait, comment il s'adaptait, parce que ça s'adapte très très vite, avec l'idéologie libérale qui le soutient. Quand on l'attaque, il répond. La première image du capitalisme, le premier esprit du capitalisme, c'est le bonhomme Monopoly, avec le cigare, c'est le bourgeois. Et il va se faire attaquer très fort en 68, à travers toute la planète, et le capitalisme va s'adapter, le bourgeois va disparaître, la lutte des classes va disparaître, parce qu'on va passer en mode grande entreprise. 68 à 90, il faut être dans une grande entreprise. Et là, vous avez les grandes entreprises qui vont débarquer. Et on ne parle plus de lutte des classes, on parle d'insertion, d'exclus, de défavorisés. Et on ne parle plus de prolétaires, et on ne parle plus de bourgeois. On est passé en mode entreprise. Et bien en 90, et c'est une coïncidence, en 90, il y a le deuxième esprit du capitalisme va dégager pour le troisième esprit du capitalisme. Ils vont passer en mode réseau. C'est plus l'entreprise qui compte. C'est les compétences que vous avez. Et en réseau, vous avez des compétences, vous avez des compétences, vous avez des compétences, elles sont complémentaires, je vous prends, hop, je vous fais faire un truc, puis ensuite je vous relâche dans la nature. Et je sais que si j'ai besoin de vous, je peux vous rappeler. En 90, on passe en mode réseau. Et là, on ne parle plus de travail, on ne parle plus de métier, surtout. On parle de compétences. C'est l'arrivée des compétences. Là, pareil, en termes d'organisation du travail, et même en termes culturels, c'est en train de bouger très très fort. Et ce truc-là va aider. Parce qu'en fait, l'ordinateur, il va permettre de quantifier tout, il va permettre de numériser et de tout quantifier. Moi, je me rappelle, dans la dernière boîte privée où j'ai bossé, un jour, on voit arriver la qualité. C'est chouette, la qualité. On ne peut pas être contre la qualité, il faudrait être idiot. Donc, on voit arriver un petit bonhomme, tout gris, grisonnant, grisaillant, qui s'installe dans votre bureau, derrière, sur une chaise, et qui dit rien de la journée. Puis le soir, il se lève, puis il va dans un autre bureau. Puis il fait tous les bureaux de la boîte, puis il s'en va. Puis la semaine d'après, il vire la standardiste. La première qui a dégagé. La standardiste, c'était l'âme de la boîte. Elle avait une reconnaissance auditive incroyable. Elle décrochait au premier mot, elle savait qui c'était, elle savait le contexte. Je lui passe pas, il y a un rendez-vous. Je veux dire, c'était l'accueil de la boîte.
Bah non, on peut tous faire ces tâches. Ils avaient tout décomposé, y compris ces tâches à elles. Ils avaient dit, bah, tout le monde peut le faire, on n'a pas besoin d'elle. C'est ça la qualité. Et la qualité, elle est possible par ça. Par cet outil. Alors je ne vous dis pas que l'outil est mauvais. Je fais cette conf. Je ne veux pas dire que l'outil est mauvais, je veux dire que si on l'utilise en faisant n'importe quoi, eh ben voilà, on fait n'importe quoi. Il faut remettre du sens dans les outils que l'on utilise. Voilà pourquoi je fais cette conférence. Donc c'est pas l'outil le problème, c'est ce qu'on en fait, c'est comment on l'utilise. Et si on l'utilise pour tout quantifier et pour tout péter, eh ben vous pétez un métier. Vous avez un ensemble de compétences et un ensemble de tâches. Bon, et là j'ai beaucoup de monde en souffrance. Et alors ce qui va se passer, alors je vous donne quand même quelques chiffres. Donc, le moteur de recherche le plus connu, c'est Monsieur Google. Ce moteur de recherche, il vend les marchands qui vont se mettre dessus, c'est Amazon. Ça va devenir aussi très énorme. Le réseau social, par chez nous, le plus utilisé, c'est Facebook. Apple, qui a réussi à prendre la niche du son et du cinéma à l'époque, et puis des bobos en général depuis. C'est blanc, c'est joli, ça ressemble pas aux autres, c'est strictement la même chose dedans, ça vaut plus cher. Et Microsoft, qui fait un système d'exploitation. J'ai eu des Apple, hein, je dis ça, je parle en connaissance d'eux. Je me le permettrai. GAFAM, c'est eux les GAFAM. Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Ces types-là, pour vous donner une idée de la puissance, parce que les dollars, ça veut rien dire. Je vous donne quelques chiffres, rapidement. Apple, avec ce qu'il a en caisse pour faire joujou, bon, je ne parle pas de ses liquidités, il peut acheter les 2 plus grosses boîtes du CAC 40 français, c'est-à-dire, tenez-vous bien, restez assis, avec son cash, Apple peut acheter Total et LVMH. Et je ne vous parle pas des 500 milliards de dollars planqués dans les Bahamas, ils ont tous planqué 500 milliards de dollars. En gros, ça c'était 2007, on avait ces chiffres-là, je ne sais pas aujourd'hui. Très compliqué à trouver ces chiffres-là. Le capitalisme, c'est joli, c'est très poétique. Dans le capitalisme, vous avez des licornes. C'est joli une licorne. Une licorne, c'est une boîte qui est valorisée à 1 milliard de dollars. Et bien eux là, chacun, ils sont à 1000 milliards de dollars de valorisation boursière. Donc les 5 000 milliards de dollars, vous prenez Google et Apple, ils ont la même valorisation boursière, ils ont la même richesse que l'intégralité des richesses produites en Suède et en Allemagne pendant un an. C'est-à-dire le PIB, ce qu'on appelle le PIB. Ils sont tellement puissants qu'en 2017, le Danemark a dépêché un ambassadeur dans la Silicon Valley. Un ambassadeur. Pour parler aux 5 patrons. Ça me parle. 1 milliard de dollars, je sais pas. Mais un ambassadeur qui va parler à 5 patrons pour un pays, oui d'accord, ils sont puissants. Très puissants. Ils façonnent le monde dans lequel on vit. La France se pose la question depuis 2 ans. Macron ne l'a pas encore fait, il se pose la question d'envoyer un ambassadeur. Ça parle. Vous dites oulala, oulala, oulala. Facebook, il fait, c'est 1 milliard par mois, je crois. Sur nos données, hein. C'est nos données qui permettent. C'est ça la vrille. C'est ça qu'on ne pouvait pas prévoir. C'est qu'on allait mettre toutes nos données, y compris les plus intimes, celles qui nous composent. Et en les donnant, on donne le pouvoir et le contrôle à une société qui va dériver. Pourquoi? Parce que M. Marcuse, pareil, un philosophe des années 70, je vous invite à voir la conférence de Franck Lepage, c'est mon frère, mais sa première qui s'appelle Inculture 1, où il va expliquer que Marcuse a travaillé sur le langage, et il explique que 70, c'est la dernière époque où on va pouvoir critiquer le système, on va pouvoir penser le système de façon critique, parce qu'ils sont en train de changer les mots. Ça passe par le management, en 70, et ils changent le vocabulaire. Et aujourd'hui, vous êtes dans un vocabulaire positif tout le temps. La qualité. Quand vous acceptez de dire « je travaille à un plan de sauvegarde de l'emploi », c'est bien, quoi. Enfin, je vais essayer de sauvegarder les emplois. Alors qu'en fait, la réalité, c'est un plan de licenciement. Si j'arrive plus à le voir comme un plan de licenciement, mais que je le pense comme un plan de sauvegarde, je ne vois plus le monde de la même façon, et pourtant c'est la même chose, c'est des types qui vont se faire virer. Donc c'est ça qui se passe avec le décalage sémantique. Et ce décalage sémantique va créer un trompe-l'œil. Il n'y a plus d'exploité. Quand vous avez un exploité, vous avez un exploiteur. Vous avez une responsabilité humaine, et vous pouvez aller voir, mais t'es méchant toi, pourquoi tu fais ça? Si vous remplacez l'exploité par un défavorisé, c'est un type qui n'a pas de chance.
Il n'y a pas de chanceur. On ne va pas changer la société parce qu'un type n'a pas de chance. Si j'accepte de le voir comme ça, mais en vrai, ça reste toujours à exploiter. Ce décalage, je le fais vite, allez voir la conf. Là, c'est pas le sujet. Mais ce décalage sémantique qui crée un trompe-l'œil, qui fait qu'on ne voit plus le monde tel qu'il est, mais tel qu'on veut nous le faire voir, eh bien, Marcuse, il continue, il regarde l'organisation technologique de nos sociétés industrielles. Et il dit, mais ça va renforcer le trompe-l'œil encore plus, ça va le créer, le trompe-l'œil. C'est plus une façade hollywoodienne avec le truc en bois qui est marqué saloon, ça va créer le saloon. Parce que Marcuse explique très calmement que, en fait, l'organisation technologique de nos sociétés industrielles tend au totalitarisme. Et il n'y a aucun problème, ça se marie très très bien avec un système pluripartite, avec un système de journaux plus ou moins libres, avec une démocratie. Ça devient quand même une société totalitaire. Vous avez aussi Marc Unedy, qui est un philosophe belge, qui a écrit un petit livre très clair, très simple, vraiment je vous le recommande. Normalement j'ai une feuille, je vous la ferai parvenir par mail avec les références que je donne. Marc Unedy, donc transhumanisme, un diagnostic d'époque. En fait, il montre comment toutes ces sociétés vont façonner le monde tel qu'ils veulent le voir et tel qu'ils veulent nous le faire voir. Et comment, en fait, ils créent des faux besoins au nom d'un faux intérêt général. Donc, pour chaque individu, le truc paraît bien. Voici, c'est chouette, ça m'aide. Mais de façon systémique, si je remonte au-dessus, je suis en train de mettre en place un totalitarisme. Et c'est ce qui se passe avec ces gens-là. Alors déjà, bon, ils font de l'argent, ok, on est dans un système financier, machin, ils font de l'argent. Alors là où ils commencent à me déranger, c'est qu'en plus, ils veulent nous transformer, le patron de Google, il est tapé, hein, c'est transhumanisme. Donc l'homme n'est pas bon, on va l'améliorer. Moi déjà, on vient me dire que je suis pas bon, on argumente, et on me demande avant de m'améliorer. Et lui, il a les moyens, hein. Il a les moyens de sa folie. Google, qui s'appelle aujourd'hui Alphabet, ils ont changé de nom, Google est le premier détenteur de brevets de la planète. Dès qu'il y a un brevet nanotechnologie, biotechnologie, robotique, ils l'achètent. Ils ont une puissance de feu incroyable. Et ils ont décidé qu'ils allaient nous transformer, qu'ils allaient nous interfacer avec la machine, et qu'on va arriver à la singularité. La singularité, c'est quand l'intelligence de la machine dépasse celle de l'homme. Alors, l'intelligence de la machine, il n'y a pas d'intelligence dans une machine. Ils veulent nous faire croire en permanence qu'on est des ordinateurs. C'est faux. On est bien supérieur à un ordinateur. Je vais vous expliquer comment ils pensent. Comment ils pensent, ces gens-là. Papa, t'as raison, c'est génial. Donc, révolution française pour faire passer les lois. Mais ça coûte cher, c'est compliqué. Aujourd'hui, ils ne font plus passer de lois. Ils en font de temps en temps, mais ils font mieux. Je vous prends un exemple tout simple. Google est tellement puissant qu'il a fait passer des voitures sur toutes les routes de la planète pour faire Maps, Google Maps. Il a cartographié toutes les routes publiques de la planète. Il n'a pas pu faire le privé, parce que le privé, il y a des lois qui l'interdisent. C'est quand même dégueulasse. Ça brime cet entrepreneur, ça le brime. Ben, il ne peut pas faire le privé. Alors papa, comment on fait? On veut rentrer dans la sphère privée. Un jeu, c'est une bonne idée. On va faire un jeu. Imaginez qu'on fasse un jeu. Vous êtes avec votre smartphone et vous filmez la réalité. Vous filmez la rue, le feu, hop. Et puis de temps en temps, vous allez avoir un petit personnage qui va apparaître. Et vous allez essayer de le capturer. D'accord? Donc ce personnage, il va apparaître dans la rue au début. Mais si d'un seul coup, il se dirige vers un Porsche, ou s'il est dans le Porsche, ou s'il est dans votre cuisine, c'est vous qui allez le capturer dans la cuisine. Ce jeu s'appelle Pokémon Go. Il a fait monter les actions de Nintendo super fort. Tout le monde l'a acheté. Et ce jeu a permis à Google, à Maps, de pénétrer de 15 mètres dans la sphère privée. Sans qu'il y ait besoin de changer les lois. C'est les gens qui ont donné l'accès. C'est comme ça qu'ils pensent, ces gens-là. Les CAPTCHA. Quand vous allez sur Internet, souvent, maintenant, on vous dit « Ah, il faut que vous prouviez que vous êtes un être humain. » Parce qu'il y a des vilains robots qui veulent attaquer Internet. Donc, vous mettez « faut reconnaître un pont, un chat, une rivière, un véhicule. » Moi, je suis assez Rainman là-dessus. Donc, moi, on me demande un jeu, j'y vais, quoi. Je ne me trompe pas. Mais souvent, ils vous le refont 2 fois, voire 3 fois. Il s'est fait gauler Google en 2016, il y a un article du Times. Il y a une class action qui a été démarrée aux États-Unis, mais ils ont perdu, il a réussi à louvoyer. Les CAPTCHA,
c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle derrière. Alors l'intelligence artificielle, il n'y a rien d'intelligent. Il faut le prendre au sens anglo-saxon. Intelligence, c'est la donnée, l'analyse, l'information. Une intelligence artificielle va brader des tonnes et des tonnes de data, d'informations, que nous avons données volontairement, et va en tirer d'autres informations. Ben, une intelligence artificielle, pour faire de la reconnaissance faciale, pour reconnaître un chat, malgré ce qu'ils veulent nous faire croire, un ordinateur pour reconnaître un chat, c'est très 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 compliqué, ça va lui demander des milliards d'échantillons de chats. Alors comment on fait? On paye des gens? T'es fou, on est là pour gagner de l'argent. Comment on fait? Ah ouais, on fait des captcha, on va demander aux gens de reconnaître pour nous. Chaque fois qu'on va cliquer sur une rivière, sur un chat et sur une voiture, on envoie des échantillons à leur intelligence artificielle, on leur fait gagner du temps et beaucoup d'argent. Comme s'ils n'en avaient pas suffisamment. Ça sert à ça, les captcha. Ça ne sert pas à défendre Internet. Ils pensent comme ça en permanence. Et alors, je vous ai dit, là, on a la vidéosphère. On a la vidéosphère qui est apparue. Il y a un autre truc qui est hyper gênant. C'est quand vous êtes sur un ordinateur, je regarde l'heure parce que je suis un peu contraint. J'explique à la caméra. Quand vous êtes sur un ordinateur, et alors je peux vraiment vous en parler, en plus de la sidération au bout d'un moment, il y a un autre phénomène très embêtant. Si vous regardez des séries américaines, même des séries françaises qui passent sur Canal+, avec Kassovitz, les techniques de torture de toutes les armées de la planète aujourd'hui, ce sont des techniques qui vont jouer sur ce qui définit un être humain à un moment donné, et ce qui fait qu'il est complet et cohérent dans son champ de vie au moment où il le vit, c'est une cardinalité et une temporalité. C'est-à-dire que vous êtes dans un lieu et vous êtes dans un temps. Là, nous sommes à Pagaille, il est 20h30. Si vous mettez un individu dans le noir, dans le blanc, dans un truc qui flash, donc il n'a plus le lieu possible, et si vous lui coupez toute notion du temps, ben on sait de la musique à donf, enfin bref, les techniques de torture américaine, c'est ce qu'on voit en permanence. Et bien vous le coupez de ce qui fait qu'il est humain, au moment précis où vous le faites. Vous lui coupez son humanité, et le cerveau humain disjoncte, plus ou moins rapidement. Et donc il devient totalement malléable. Et si vous voulez des informations, vous lui demandez, à des moments, il craque, il vous les donne. C'est comme ça qu'il torture. Ben, le problème, c'est que c'est très exactement ce qui se passe quand on est sur un réseau social, par exemple, quand on est derrière notre écran. Parce qu'au bout d'un moment, on n'est plus dans un lieu. Genre, moi, je ne sais pas si vous avez... Moi, ça m'est arrivé souvent. Hein. Je me mets devant le truc, puis je relève à un moment, j'ai une espèce de faim qui apparaît. Puis, 7 heures. Je viens de passer 7 heures devant l'écran. Logique. Tout va bien. Oui, j'ai faim, c'est normal. Peut-être même envie d'aller aux toilettes. Vous voyez, vous vous oubliez. Votre humanité se dilate un petit peu, quoi. Parce que vous n'êtes plus dans un lieu, puis vous n'êtes plus dans un temps. Réseau social et autres, vous passez des plombs, on ne s'en rend pas compte. Donc on est à la fois sidéré et on est à la fois malléable, notre cerveau est malléable, et manipulable. Du coup, s'il y avait des méchants qui voulaient le faire, ils pourraient en profiter. Pas de souci, puisqu'on le sait, on va le corriger. Bah, vous avez vu comment ils pensent, quoi. Donc... ouais, ils ont corrigé le tir. Dans la Silicon Valley, vous avez la Stanford University. C'est la deuxième plus grosse faculté du monde derrière le MIT. Et bien à la Stanford University, vous avez un monsieur qui s'appelle B.G. Fogg, comme Phileas Fogg, qui est le professeur de captologie, qui donne des cours aux développeurs et aux programmeurs pour expliquer comment simuler les zones du cerveau qui libèrent la dopamine. La dopamine, c'est la molécule du bonheur pour nous. C'est-à-dire que c'est ce qui nous rend heureux. Donc si vous stimulez ces zones, bah, on est heureux, on veut continuer. C'est le principe d'une drogue. Il nous drogue. Et quand, le principe de la drogue, c'est aussi que plus j'y suis, plus il m'en faut pour avoir le même résultat. Il faut augmenter la dose. Et pourquoi ils font ça? Bah, parce qu'ils veulent nos data, ils veulent nos données. Ils les vendent dans tous les sens, ils en tirent des informations pour nous contrôler encore mieux et pour mieux nous manipuler. Et ils sont tellement futés qu'ils ont mis la captologie. Donc les gens savent, tous les petits jeux sur smartphone sont basés sur la récompense. La dopamine, elle est libérée par la récompense. Vous gagnez une étoile rouge, une licorne, un poney, un costard. Et hop, je continue. Et sur le réseau social, par exemple, il y a le pouce. Plus j'ai de pouces, plus je suis content. Plus je vais mettre des infos. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est absolument atroce. C'est-à-dire que le capitalisme n'a plus besoin de notre force de travail. Il n'a plus besoin de ça.
il a besoin de notre attention, il a besoin de notre temps de cerveau en fonctionnement. On va lui fournir les données dont il a besoin pour faire encore plus. Orwell n'aurait jamais pu penser qu'on allait acheter Big Brother et le poser sur notre table. Parce qu'il vient de sortir, il est à la FNAC, il est jaune fluo. Orwell n'aurait jamais pu penser ça. C'est ça qu'on ne pouvait pas inventer, c'est ce qu'on ne pouvait pas voir à l'époque. C'est impensable à l'époque. Et aujourd'hui, on le fait. La dernière tablette de Google, alors c'est plus... il avait sorti son enceinte connectée, là, donc il vous écoute, hein, évidemment. Pour pouvoir répondre à vos besoins, il faut bien qu'elle écoute. Maintenant, ils ont mis une tablette. Et la tablette, elle fonctionne je vais dire une bêtise. C'est pas de l'infrarouge. Enfin bref, en ultrason. La tablette, elle fonctionne en ultrason. L'ultrason, c'est utilisé par les architectes pour déterminer exactement les dimensions. Donc quand vous mettez la tablette, quand nous mettons la tablette de Google sur notre table chez nous, il cartographie l'intégralité de notre sphère privée. On l'a acheté, on est content, et eux, ils en profitent. C'est embêtant tout ça quand même. Donc voilà, c'est un peu planté. Et moi là, je comprends. Alors moi là, la qualité, bah, c'est vague de licenciement sur vague de licenciement sur vague de licenciement. Au bout d'un moment, j'y passe. De toute façon, on n'est plus que 4, on est passé de 49 à 4. On est assez content de partir quoi, quand on se fait licencier. Et j'en profite, j'ai toujours ma petite revanche à prendre sur l'éducation en fait, nationale, sur le savoir. Tiens, je vais quand même, ça fait 25 ans que je suis autodidacte, je vais aller me chercher un diplôme. Bon, je vais découvrir l'AFPA, la formation d'adulte. Je vais me faire un diplôme de technicien informatique. Ça se passe très très bien, j'ai toutes les pièces du puzzle, il faut juste me montrer par moment, tiens, ça c'est là. Ah bah ouais. La théorie vient se poser d'une façon magistrale sur mon savoir, à moi, sur mon expérience. Donc ça se passe très très bien et je vais passer une année à aider les autres, à faire un espèce de formateur adjoint, quoi, entre guillemets. Hein. Mais du coup, moi, ça me branche vachement. Parce que d'un seul coup, je me rends compte que depuis toutes ces années où je pensais rendre service à l'humain et où je pensais être au contact de l'humain, en fait, j'étais que au contact de la machine. Je n'étais pas au contact de l'humain. Et la formation d'adulte, je redécouvre le contact humain. Donc je vais voir l'équipe. Il y en a un qui part à la retraite à ce moment-là. J'ai écouté, moi, voilà, il faut 5 ans dans un métier. Moi, j'en ai 25. Vous venez de me voir fonctionner pendant un an. On a discuté beaucoup. Si vous voulez, moi, j'intègre l'équipe. Avec grand plaisir. Ça va prendre quelques semaines, quelques mois. Ça se fait. Donc je me retrouve formateur d'adultes. Je vais former des petits super techos. Alors, un mot quand même, c'est vrai, juste avant. La qualité, vous vous rendez compte que ça a pété votre métier. Moi, je m'en rappelle. En plus d'être super techos, j'étais super Sherlock. Ce qui me plaisait, c'était de dépanner, c'était de comprendre pourquoi ça marche pas, pour pouvoir redépanner mieux après. Et un jour, je suis en train de dépanner une machine, j'ai mon chef qui passe, il me dit, qu'est-ce que tu fais? Je dépanne, je comprends. Il me dit, mais t'es fou, tu mets à la poubelle, tu m'en mets un œuf. Non. Si. Et là, il faut dépanner le mec, tu m'en mets un œuf. Son temps coûte plus cher. Je dis, c'est pas mon métier. C'est pas ça mon métier. Je suis pas pousseur de caisse, quoi. Là, ce jour-là, je me dis, il y a un problème, quand même. Effectivement. Puis alors, peut-être que c'est moi qui porte la poisse, mais quand j'arrive à l'AFPA, pas longtemps après que je sois arrivé, on voit arriver des équipes très, très enthousiastes, nous expliquer qu'ils vont mettre en place la qualité. C'est pas vrai, ça recommence. Ça va créer beaucoup de souffrance hein, chez les formateurs et chez toutes les équipes de l'AFPA. Il va y avoir des démissions, des suicides, on n'en a pas beaucoup parlé. Donc la qualité se met en place et d'un seul coup, vous ne faites plus un métier. D'un seul coup, vous décomposez des compétences et puis les gens en face, vous ne formez pas des techniciens. Vous créez des pôles de compétences. Ça me plaît pas beaucoup en fait. Moi j'ai essayé de mettre un peu de subversion là-dedans, de ramener Linux, on va en reparler. Mais non, ça va mal se passer. Trop de monde qui dégage. Donc au bout d'un moment, je vais m'en aller. Puis à ce moment-là, je vais tilter. C'est-à-dire que je suis en train de dépanner. Super Techos, ils volent de moins en moins fort. Quoi. La cape, elle fait de moins en moins de bruit. J'ai plus la foi. Je suis en train de dépanner avec un truc, puis je suis dans un open space. Puis d'un seul coup, j'entends des sanglots terribles, vraiment poignants. Quelqu'un qui souffre. Qu'est-ce qui se passe? Je passe la tête et je vois une petite dame effondrée en pleurs devant son écran, effondrée, une crise de nerfs. J'ai dit, expliquez-moi, je suis perdu. En fait, je comprends que elle a perdu 3 mois de travail, c'est-à-dire elle est sur un texte. Et visiblement, les textes, elle ne peut plus y accéder sur sa clé USB. Ça fait 3 mois qu'elle bosse dessus, elle n'a pas de sauvegarde.
et elle est effondrée. Là, Super Techos revient, Laura Doré, pas de souci. Regardez, c'est très simple, tout. Je lui récupère son texte, et ce jour-là, je me prends la baffe du siècle. C'est moi, ça. C'est moi qui ai créé ça, à force d'en installer partout. C'est moi qui ai participé à cette aliénation. Je ne veux plus jamais ça, je veux plus. Donc ça tombe bien, je suis passé formateur, en même temps je me dis attends mais je forme des techniciens qui vont faire ça, c'est pas possible. C'est pas possible, donc j'arrête. Je vais faire autre chose. Et à ce moment-là, je croise l'éducation populaire. Et là, d'un seul coup, c'est une bouffée d'oxygène incroyable, parce que là, je suis au contact de l'humain et rien d'autre. Ça fait un bien fou après toutes ces années. Et alors là, je vais me mettre à bosser avec des militants associatifs, des bénévoles, et puis des militants syndicaux. Là où je suis, on travaille plutôt avec des syndicats de lutte et de transformation de la société. On est des vilains gauchistes. Et donc, je me retrouve à bosser avec des militants, mais voilà, quoi, qui veulent faire bouger les choses. Et je rencontre plein de secteurs, et à chaque fois, je me reprends en pleine poire ce que j'ai vécu. C'est-à-dire que je bosse avec la santé, je bosse avec plein de militants du secteur santé. Vous prenez la T2A à l'hôpital, la tarification à l'acte, ben, c'est une quantification de ce que fait une infirmière. Mais il n'y a plus d'humain là-dedans. Le rapport humain, le fait que vous allez parler à la personne 5 minutes et que ça va lui permettre de tenir une journée de plus, sinon elle se laisse partir, c'est pas dans la tarification à l'acte. C'est plus un métier, infirmière, c'est une série de compétences, c'est une série d'actes. C'est arrivé, la qualité est arrivée à l'hôpital. C'est M. Castex qui l'a mis en place. Ce fameux inconnu qui arrive, Premier ministre. C'est lui qui met en place la qualité à l'hôpital. Et tous les secteurs, ils ont le même problème. Il n'y a plus de métier, il n'y a plus que des compétences. C'est ce truc-là qui a permis ça. Waouh. Mais heureusement, on est dans les luttes pop. Alors on va essayer quand même, on va essayer de s'en sortir. Alors je reviens sur Linux. Pourquoi? Parce qu'à chaque niveau, là, donc Google, ils ont fait un truc génial, ils ont bouclé. Sur Google, ils se sont dit, on gagne des sous, on gagne des milliards grâce à notre moteur de recherche. Mais si les gens, ils n'ont pas notre navigateur, si leur navigateur, il n'utilise pas notre moteur de recherche, eh ben on va créer un moteur de recherche qu'on va appeler Google. Ouais, mais si notre navigateur, s'ils ont pas, si leur système d'exploitation, il n'a pas notre navigateur, bon, on va créer un système d'exploitation qu'on va appeler Google Chrome OS. Là, on va appeler Chrome, pardon, navigateur. On va créer un système d'exploitation qu'on va appeler Chrome OS. Ouais, mais si, mais arrête avec tes sites énervants. Eh bien, on va donner du blé aux constructeurs. On va leur dire, voilà, vous faites des machines pas chères, vous mettez notre système dedans. Et donc, à tous les niveaux, ils prennent des dollars. Donc, ils sont très puissants. Ils ont beaucoup d'argent. Et Linux, les produits libres, en général, ben c'est une utopie, c'est une vraie utopie. Aujourd'hui, tout est marchand, y compris notre temps de cerveau. Et en face de ça, vous avez une utopie qui s'appelle les logiciels libres. Linux, je ne rentre pas dans le détail, mais en face de chaque truc, vous avez les systèmes d'exploitation, vous avez plein de systèmes libres, vous avez plein de systèmes linuxiens, qui sont aujourd'hui faciles à installer. Ils ont évolué, depuis 30 ans, ils ne mangent plus que de la pizza. Les gens souvent me disent, ouais, t'abuses. Je vais vous raconter quand même. Ma première rencontre avec un Linuxien, j'ai une interface. J'ai un copain, c'est mon interface avec le monde Linux, à l'époque. Il me dit, tiens, viens, j'ai des potes, tu vas voir, ils sont super, viens, on va les voir. Donc ils sont ouverts la nuit, ils ont créé une boîte qui est ouverte la nuit, pas ouverte le jour. Et on débarque, on ouvre la porte, donc là c'est comme dans un dessin animé ou comme dans les pires BD, c'est-à-dire que vous avez un espèce de nuage de fumée super épais. Nous là, même je suis fumeur, je ne vais pas rentrer là-dedans. Et puis le premier truc que je vois, c'est la caisse du chat. Même Spielberg, il n'aurait pas osé. Une espèce de construction mégalithique. Dites là, je ne sais pas depuis combien de siècles elle est là, cette caisse, mais je ne veux pas voir le chat. Quoi. Et puis, dans ce nuage de fumée, vous avez 5 types en train de coder. Avec des clopes. Et le premier que je vois, son clavier, il n'y a plus que les ressorts. Il n'y a plus aucune touche. Il y a les ressorts qui dépassent. Et il code à toute vitesse. Vous n'avez plus d'aura, vous n'avez plus rien. Je ne suis pas au niveau. Et bon, bah, moi je rentre, je dis bonjour, quoi. Il n'y en a pas un qui me regarde. On dirait aujourd'hui, il ne me calcule pas, quoi. Aucun. J'essaye. Non. Je regarde mon interface, je dis, ils sont fâchés ou quoi? Bon, il commence à discuter avec eux, puis il m'oublie.
Et puis, c'est la sortie à l'époque, c'est la Game Boy, elle vient de sortir, la Game Boy Nintendo. Et il y a la cassette de Tetris. Et moi, Tetris, quand j'étais petit, grâce à mon ordinateur, et grâce aux Russes fous qui ont inventé ce truc-là, j'ai pété un plomb avec Tetris. C'est-à-dire que je peux y passer des plombs, plus ça va vite, plus ça m'amuse. Et donc, je vois le jeu, je lui dis, je peux essayer. Et là, j'ai vraiment l'œil goguenard, le mec qui me regarde comme ça. Ouais, vas-y, vas-y. Je dis, il va faire 3 niveaux, quoi. Alors à l'époque, sur la Game Boy, quand vous faites tout le tour de Tetris, vous faites démarrer la navette Columbia. Donc moi je me mets dessus, puis je la fais démarrer une fois, puis 2 fois, puis 3 fois, puis d'autres par moment, mais regarde. Et là ils me parlent. Ce jour-là, j'ai réussi à leur parler. J'ai eu le droit de leur parler grâce au jeu. Je vous dis, c'est bizarre à l'époque. Mais quand même, donc ces gens-là ont fait une utopie. Parce que Internet, quand il arrive, c'est une utopie, mais Google, les 4 là, les 5, ils ont réussi à recentraliser ce qui ne pouvait pas être centralisé. Ça passe forcément par eux aujourd'hui. Donc c'est plus une utopie. Il faut réussir à recasser ce truc-là pour pouvoir respirer un peu. Et à tous les niveaux, vous avez un logiciel libre. Vous avez des systèmes d'exploitation. Vous avez Firefox. Firefox, vous me dire, il y a Google, oui, mais ils vous préviennent tout de suite que vous pouvez changer la première fois que vous le lancez et ils vous expliquent comment faire pour mettre un autre navigateur. Un autre moteur de recherche, pardon. Donc, vous avez des moteurs de recherche libres, je vous enverrai une feuille avec des références. Donc, à tous les niveaux, vous avez des alternatives. Alors, ce n'est pas la solution, mais c'est un début de solution. Il faut arrêter d'alimenter ces gens-là. Il faut arrêter. Ils sont déjà beaucoup trop puissants. Et il faut surtout arrêter de leur donner nos données les plus intimes. Ils en profitent en face. Ils en profitent fortement. Parce que ça devient, culturellement parlant, on l'a intégré, ça devient une nouvelle aliénation. Donc faut pas. Donc le libre, c'est pas mal. Il n'y a pas que ça. Il faut aussi se dire, je vous l'ai dit, Hunyadi, Marcuse, tous ils nous disent, ils créent des faux besoins. Ils nous créent un faux intérêt général, ils créent des faux besoins. Ça me rappelle Coluche. Je ne sais pas si vous vous rappelez Coluche avec le sketch des lessives, il y a 30 ans. La lessive qui lave l'eau pour les cons qui font leur lessive à l'eau sale. Mais il avait tout pigé, Coluche, c'était déjà ça. Et c'est toujours ça aujourd'hui. On nous vend un truc, on nous vend les lunettes connectées. Alors les lunettes connectées, c'est la vie en mieux, hein, c'est la vie 2.0. Donc vous les mettez, vous baladez dans une rue. Oh, tiens, une boutique de chaussures, j'ai les prix qui s'affichent. C'est vachement bien la vie 2.0 quand même. On s'en tape. Quel est l'intérêt de ce truc-là? Il nous crée des besoins. Donc, notre premier réflexe de survie, ça va être ça, va être de dire, attendez, qu'est-ce que vous nous vendez là? Est-ce que vous nous vendez du pouvoir? Est-ce que vous nous vendez de la puissance? Ou est-ce que c'est du vent? Et là, je raccroche sur Star Trek. Je ne m'en rendais pas compte, moi. Pour moi, Star Trek, c'était pas politique. En fait, c'est des vieux gauchos, les scénaristes. C'est politique depuis le début, parce que tout le dialogue de Star Trek, c'est est-ce que ça vaut pour un ou est-ce que ça vaut pour la communauté? Est-ce que c'est du libéral ou est-ce que c'est du communisme? En fait, c'est ça le dialogue de Star Trek. Et c'est la question qu'il faut qu'on se pose, nous, la question du commun, la question du collectif. Si on propose un truc qui est valable que pour moi, si c'est pas valable pour les autres, c'est pas un progrès. Le progrès, c'est ce qui vaut pour tous. Et aujourd'hui, on nous vend ça. On nous vend du progrès, c'en est pas. On nous vend de la puissance, c'en est pas, ça ne nous donne aucune puissance. Regardez la 5G. Techniquement, la 5G, ça ne nous apportera aucune puissance, à aucun d'entre nous. Je veux dire, je ne vais pas parler plus vite au téléphone, je ne vais pas lire plus vite, c'est complètement aberrant. Déjà, j'ai récupéré plein de trucs, il faut déjà le temps que je les regarde. Par contre, ça va amener un pouvoir très impressionnant au ministère de l'Intérieur de tous les pays. Parce que la 5G, elle est là pour faire passer le data, pour faire passer les quantités impressionnantes de data pour les caméras connectées, pour la reconnaissance faciale, pour tout ça. Et c'est toujours comme ça qu'ils pensent. Et ils nous vendent systématiquement des trucs vraiment bidons, on n'en a pas besoin. Moi, il y a une lunette que je veux bien. Il y a une lunette connectée que je veux bien. Monsieur Lepage, vous venez me voir dans mon bureau, on va discuter de vos horaires. Oui, chef, je mets mes lunettes. Horaire de travail, code du travail qui s'affiche. À chaque fois qu'il dit un mot, j'ai les mots-clés et j'ai les articles. Et puis à droite, j'ai 1 ou 2 délégués syndicaux qui sont en visio et qui m'entendent et qui entendent ce qui se passe. Ça, c'est des lunettes qui m'intéressent. Et si on leur demande, ils vont les faire parce qu'ils vont gagner de l'argent. Donc il va falloir qu'on se repose la question, mais presque systématiquement, est-ce que ça m'amène quelque chose juste à moi? Est-ce que ça amène au groupe? Est-ce que ça me donne de la puissance? Est-ce qu'un GPS me donne de la puissance? Non, le jour où il est planté et que j'ai pas de carte, ben je suis planté. Ça ne me donne pas de puissance. Il y a peut-être d'autres choses qui vont m'en amener. Et on nous vend
C'est presque une religion. La singularité, c'est une religion. Ils l'ont créée dans la Silicon Valley. Parce qu'en plus, il y a une fiscalité sympa pour les religions. Mais ils l'ont vraiment créée. Vous vous rappelez la peur de l'an 1000 ? La grande peur de l'an 1000 au Moyen-Âge, c'est l'arrivée de l'Antéchrist. Le mal va arriver. Les grandes peurs sociétales, c'est toujours des peurs liées à nos croyances, à nos religions. Vous vous rappelez la peur de l'an 2000 ? Le bug informatique. La peur de l'an 2000, c'était le bug informatique. C'est-à-dire qu'on est passé à une religion de la technologie. Et aujourd'hui, dans Star Trek, alors c'est pas Kirk, c'est plus tard. Dans Star Trek, ils ont rencontré, et nous, on a rencontré les mêmes, on a rencontré le pire. On a rencontré une espèce terrifiante, les Borg. C'est pas des joueurs de tennis suédois avec un gros bras droit. Les Borg, c'est des trucs mi-humains, mi-robots, on ne sait pas trop. C'est pas des méchants, c'est des Borg. C'est-à-dire que quand ils débarquent quelque part, ils borgifient, ils vous transforment en Borg. Ils transforment tout l'univers en Borg. C'est assez compliqué pour se débarrasser du Borg. Il faut vraiment y mettre beaucoup de volonté. Mais ils y sont arrivés. Et ben, on a rencontré les Borg. Alors les Borg, ils ont une phrase, c'est All resistance is futile. Toute résistance est vaine. Ça ne sert à rien. Margaret Thatcher, elle avait une phrase, Taina, there is no alternative. Il n'y a pas d'alternative. C'est des Borg. Le système libéral, il est tellement bien foutu, la pensée libérale, qui est l'architecture du capitalisme, en termes de réflexion, il fonctionne sur cette nouvelle sainte trinité. Vitesse, il faut aller plus vite, toujours. Pourquoi? On ne sait pas. Hein, mais... Nouveauté, il faut que ça soit nouveau. J'aimerais bien qu'on m'explique un jour pourquoi le progrès, c'est forcément nouveau. Enfin, pourquoi une nouveauté, c'est forcément un progrès. Non. Alors, si ça apporte rien à personne, c'est pas un progrès. Et fatalisme. L'argument principal du Borg, l'argument principal du libéralisme, c'est le fatalisme. Et vous ne pouvez pas lutter contre, il faut accompagner. Il y a une grosse centrale syndicale, c'est leur leitmotiv. On ne peut pas aller contre, autant accompagner. Il va y avoir des licenciements. Alors, ça, c'est du lavage de cerveau. Hein. On est d'accord, moi je bosse avec des syndicats, je peux vous dire qu'il y a des grèves qui sont gagnées tous les jours. Tous les jours. Alors papa, t'étais pas... On a rarement parlé politique. Je sais pas, je pense que tu étais centre-droit mou, à mon avis, plus ou moins gaulliste. Donc moi j'ai mis du temps à arriver à me politiser en fait. Mais là, je bosse avec des syndicats, quoi, avec des militants. Et je peux vous assurer que le collectif, ça marche. Il y a des grèves qui sont gagnées tous les jours. Le fatalisme, c'est bidon, oubliez ça tout de suite. Mais on nous lave bien le cerveau avec ça en permanence tous les jours. Ah là 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 là. Bon, je vais quand même vous expliquer pourquoi je parle à papa. Je suis pas que fou. Papa, dans tes gags, il y en a un qui m'a pas fait rire. C'est ton avant-dernier gag. On a parlé pendant 30 ans de l'an 2000. Il est mort en décembre 99. Franchement, c'est moyen. Ça, celui-là, t'aurais pu l'éviter. Ça nous a pas fait rire. Et du coup, nous voilà en décembre 99 avec mon frangin, ma mère, accompagnée de mon frangin. C'est la première fois qu'on perd un papa, on ne sait pas trop ce qu'on fait dans ces cas-là. Il voulait être incinéré, donc on a l'urne. Bah, il voulait voyager, on va aller le disperser en Bretagne. Ça ne faut pas le dire à la préfecture. Bon bah ok, donc allons-y, il fait beau, il y a du vent, tout ça, on est tout au bout de l'acheter, il y a mon frangin qui est devant, c'est l'aîné, il a l'urne. On a qu'on vu The Big Lebowski. Ceux qui n'ont pas vu, vous allez comprendre assez vite. Donc mon frangin est devant, j'ai ces mêmes lunettes que je répare en permanence parce que je ne veux pas les perdre. Et donc, voilà, comme un moment, allez, il dévisse et puis il jette papa dans le vent du large qui le ramène intégralement sur nous et sur moi. Et je suis couvert de mon père. J'en manque. Et là, je suis pétrifié. Je suis pétrifié parce que j'ai trop de choses qui passent dans la tête. D'abord, le premier truc qui passe, c'est The Big Lebowski. Je me dis,
c'est la scène finale de Big Lebowski, quoi. C'est pas possible, c'est une scène sur laquelle je me suis marré pendant des heures. Et là, je la vis avec papa, il y a un truc qui va pas. Je suis en contradiction totale. Et puis j'ai maman derrière, qu'est-ce qu'elle est en train de faire, ça va pas, quoi. Il y a un truc qui va pas, j'ai envie de rire, j'ai envie de pleurer, je suis tétanisé. Puis l'autre devant, il est tétanisé aussi, puis il a bien compris ce qui s'était passé, il en a pris une partie. Puis il bouge pas. Et puis à un moment quand même, on va y aller. Donc, j'ai mangé, comme le bouquin d'Henri Lewis. Donc, j'ai le droit de lui parler, pensez tout. Maintenant, on en rigole. C'est ton dernier gars. Celui-là, je le trouve fabuleux quand même. Big Lebowski. Alors, par contre, on voulait écrire un bouquin avec papa. À force de faire de la science-fiction, on s'était dit, on va écrire de la science-fiction, qu'on va partir sur un truc. Bon là, t'es parti franchement tôt, tu me plantes avec ça. Donc comment je le fais ce bouquin? Qu'est-ce que je mets là-dedans? Parce qu'aujourd'hui, entre le point citoyen, enfin les points citoyens chinois, la reconnaissance faciale, les caméras, les puces RFID, on est dans une situation de l'implanter. Le bouquin, on va le faire démarrer, voilà, on a un groupe de héros, ils sont vraiment dans une situation pas cool du tout. Un peu comme nous aujourd'hui. Ils vont réaliser des choses. Déjà, ils vont prendre conscience de ça. La machine a pété les métiers. On nous a numérisés, quantifiés, virtualisés, déshumanisés. On nous dresse à parler à la machine. Quand j'arrive dans un supermarché et qu'on me dit aller à la caisse automatique, mais j'ai les cheveux qui se dressent. Je veux parler à un humain, vous comprenez ça? Ne faites pas chier avec votre caisse automatique. Ouais, souvent, les vigiles ne pichent pas. Je veux parler, j'en ai marre qu'on me dresse à parler à la machine. Qui a décrété, quel Français a dit « je veux dématérialiser le service public complètement » Qui a dit ça, à part le pouvoir? Jamais, moi je veux garder des guichets avec des gens derrière. Donc, on nous dresse à parler à la machine. On nous a mis dans des cases, on a pété nos métiers, on est un ensemble de compétences. Ils vont se rendre compte de tout ça. Ils vont se rendre compte que le fatalisme, c'est un piège à con. Excusez-moi l'expression. Que le collectif, ça marche. Donc ils vont retourner au charbon, nos groupes de héros. Ils vont refaire du collectif. Il y a plein de villes aux États-Unis qui ont interdit la reconnaissance faciale tant qu'il n'y aura pas eu un débat éthique. Ils vont aller les rencontrer. Il y a des communautés à rencontrer. Il y a des groupes de gens un peu partout sur la planète. Comment vous avez fait? C'est quoi votre réflexion? On va faire pareil. Le jour où la ville de San Francisco, il y a un an maintenant, annonce l'arrêt de la reconnaissance faciale, tant qu'il n'y aura pas un débat éthique, le même jour, Macron annonce l'augmentation de la vitesse d'implantation de la reconnaissance faciale en France. On va faire des groupes de citoyens, puis on va aller discuter. On peut le faire. Malgré ce qu'on nous fait croire, on peut le faire. Donc ils vont se rendre compte que c'est le démantèlement des communs, au 18e et au 19e, c'est le démantèlement des communs qui a permis la construction massive du capitalisme. Et c'est le retour des communs qui permettra le démantèlement du capitalisme. Il n'y a pas 36 façons. C'est un système, le capitalisme, c'est un système qui n'a pas de fin. C'est un système qui en veut toujours plus dans une planète fermée. On ne peut pas continuer ce système. Donc les héros, ils vont se remettre à faire du collectif. Ils vont aller voir toutes les communautés qui ont des... Ils vont repasser sur des logiciels libres, ils vont arrêter d'alimenter. C'est le début. Et puis, ils vont trouver un truc. Alors là, papa, faut que tu m'aides parce que moi, je ne l'ai pas. Mais si on s'y met à plusieurs, on va trouver un petit truc qui va nous permettre de faire basculer rapidement tout ça. Et puis ça sera la fin du bouquin et ça sera la fin de ma conf. Et je vous remercie.